Ok, on y va? Moi, je suis parti. Si tu veux te faire un clap, c'est pour Ah toi. oui. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre étaient-ils un couple goal? Ah, j'adore. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui, je reçois Manon Bril. Coucou. Tu es historienne et vidéaste. Tu vulgarises des faits historiques sur ta chaîne YouTube C'est une autre histoire. Tu as créé le Culture Fest, le festival de la culture Que tu connais bien, détendue. Samia. Ah, bien sûr, Mhm. car j'ai eu la chance Tu d'y es être venue, invitée. bah C'était oui. trop bien. Et je vais y retourner absolument tous les ans. Je c'est t'en décidé. supplie. Voilà. Viens. On peut te voir aussi, bien sûr, en ce moment sur scène dans ton spectacle 300 000 ans, où tu bouscules les idées reçues sur l'histoire et ce qu'on pense être des traditions Mhm. depuis la nuit des temps. J'adore, c'est exactement ça. Voilà, je me Elle a suis dit suivi. comment résumer en Tu as très une bien résumé. phrase. Très C'est bien résumé. parfait. Manon, tu es aussi la première invitée de ce podcast et donc Oui. officiellement la marraine de Mais l'émission. je suis trop honorée, vraiment, quand tu m'as dit ça, j'étais là, allez, la classe et tout, merci. Ah non, mais je Merci suis de me trop faire contente. confiance. C'est vraiment moi qui suis honorée, c'est trop bien. Trop bien. Donc, je t'ai vu sur scène, c'était vraiment génial. Merci. T'as eu une standing ovation comme tous Oui, les soirs. Comme tous les soirs, Trop mais fort. ouais, mais tous les soirs, je suis en mode, ça serre mon petit cœur à chaque fois et tout, c'est ouf. Et c'était ultra mérité. Tu parles de biais que notamment les historiens peuvent avoir Mhm. quand ils analysent le En passé. faisant de la science aussi. En Mhm. faisant de la science aussi, exactement. Ouais. Donc tout le monde va appliquer son propre prisme à partir de son expérience personnelle. Mhm. Donc par exemple, un homme va penser qu'un squelette enterré avec des armes est forcément le squelette Mhm. d'un homme. Oui, un homme et les femmes aussi. Enfin, en gros, Ouais. pendant très longtemps, on a cette représentation Aussi. de quand on fouille des tombes, on regarde les objets qu'il y a dedans. S'il y a des armes, on dit c'est que c'est un homme, et s'il y a des bijoux, on dit c'est que c'est une femme. C'est fou. Et en fait, petit à petit, on se rend compte en observant les squelettes que c'est pas forcément corrélé, et on se rend compte que ce qu'on estime être, parce qu'au 19e siècle, notamment, c'est ça la pensée, c'est le début de l'archéologie, mais on se dit en fait, c'est pas forcément naturel et inné et acquis que les hommes aiment les armes et les femmes les bijoux, ça n'a pas tout le temps Bien été sûr. comme ça. Et donc, ça nous a fait nous tromper plein de fois. Donc, il y a des trucs où on refait des études plus poussées et on fait, ah, en fait, c'est une femme ici. C'est ça, etc. notamment les tests ADN et tout qui Mhm. peuvent aider à avoir plus clair Test là-dedans. ADN, mesure du squelette et tout. Alors après, ça ouvre Mhm. tout un débat compliqué sur la question des personnes trans et tout. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un peu plus, c'est une couche au-dessus complexe de comment on peut connaître le genre de la personne. Mais en tout cas, on est sûr que ça nous fait faire plus d'erreurs que ce que juste l'identification des objets. En gros, c'est pas scientifique comme façon de faire, de se dire Mhm. chez nous, à cette époque, c'est comme ça, donc ça doit être pareil à une autre Mhm. époque. Si on voit des armes, c'est un homme. En fait, il faut faire dans l'autre sens. On regarde le genre du squelette enterré, et quand Mhm. on le connaît, on regarde avec quoi il est enterré, et on peut dire à cette époque, on enterre les hommes avec ça et les C'est femmes ça. avec ça. Et Il faut donc, faire dans l'autre sens, quoi. c'est ça, et donc on peut plus comprendre un peu le rôle des femmes, des hommes, etc. dans Mhm. cette société-là qu'on ne connaît pas si bien finalement. Est-ce que toi-même, Manon, tu as été surprise de tes propres biais? Est-ce qu'il y a un moment, un fait historique sur lequel tu t'es dit « Ah, bah, ça doit être ça » et en fait, tu as été surprise? Non, parce que je me suis pas retrouvée sur des recherches de ce type-là, sur le genre ou quoi. Mais par contre, j'ai mes biais comme tout le monde. Et Mhm. au début, enfin en gros, notamment cette histoire des tombes archéologiques, j'ai lu ça dans un article d'un collectif féministe d'archéologues qui essaye de lutter contre le sexisme dans l'archéologie et qui m'avait envoyé des articles. On a fait une vidéo ensemble il y a un moment que j'ai appelé les erreurs sexistes de l'archéologie. Et donc dedans, je lisais ce truc de comment ils faisaient pour identifier les tombes et tout. Et moi, au début, je lis le raisonnement, je suis en mode, ben oui, normal. Enfin, c'est comme ça qu'on doit. Enfin, tu vois, en fait, Ouais, c'est normal. bien sûr. C'est comme ça qu'on est. Donc, j'ai les mêmes biais que tout le monde. Mais du coup, quand on te l'explique, en fait, surtout ce qu'elles expliquent, c'est qu'à la limite qu'on se trompe au début parce qu'on a ce réflexe-là, c'est assez logique. Mhm. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on identifie que c'est des femmes, donc on trouve une femme à Vix enterrée avec un char, et ça, normalement, c'est l'apanage d'un chef, etc. Mhm. Donc on se dit même pas que ça puisse être une femme. On capte que c'est une femme, et là, du coup, on va chercher plein d'explications à pourquoi il y a une femme enterrée avec un char, au lieu de dire c'est une femme chef. C'est ça. Point. C'est Tu ça. vois. Donc c'est là où il y en a qui ont du mal à se défaire du biais. En C'est gros, ils vont fou. dire ok, alors c'est pas une chef, ça doit être une chamane. Ok, alors Ouais. en fait il y a un truc sur son squelette qui fait que blablabli. Alors que quand c'était un homme, quand on pensait que c'était un homme, on s'est posé aucune de ces questions. Tu vois, on s'est pas dit peut-être c'est un chaman en fait. Nanani. C'est ça. Et c'est là où le biais, tu le dépasses pas, tu vois. Bien sûr, parce que ce qu'on considère être le rôle des hommes, c'est un peu le standard, donc on se pose pas trop de questions dessus. C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs dans ton spectacle sur les chamans, ou quand il y a quelqu'un dans une société non blanche qui a un rôle qu'on
qu'on comprend pas, on dit Oui, c'est je un dis- chaman ou une chamane. Je dis chaman, c'est le mot que les blancs ils utilisent pour qualifier le rôle de quelqu'un qui ne comprennent pas dans une autre société. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Quoi. Oui, non, mais c'est Voilà. trop bien. Parce que même moi, tu vois, je me suis toujours dit, qu'est-ce que ça veut dire chaman? Et en fait, Oui, en plus, c'est un peu un mot fourre-tout. c'est fourre-tout. Prononcé par les blancs, Prononcé par les les ethnologues du 19e, c'est un peu un mot fourre-tout là. Ouh, la magie et tout, je sais pas. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'ils font? On comprend pas, c'est exotique, c'est des chamans. Allez. Exactement. Alors, se plonger dans le passé et analyser les humains, c'est parfois avoir de mauvaises surprises sur des personnages historiques. Comment est-ce que toi, tu juges une figure historique qui a fait des choses immorales? Bah, c'est quand même répugnant et tout. Ouais. On a tous eu des gens qu'on trouvait trop stylés. Et en fait, tu relis Bien des sûr. trucs et tu fais oulala, ça passe pas trop. Et est-ce que tu te le dis, test de MeToo, ça. c'est exactement ça. Est-ce que tu dis non, mais c'était le contexte de l'époque, donc bon, je peux comprendre un petit peu, ou en tout cas trouver des circonstances atténuantes, ou est-ce que tu vas juger comme on juge aujourd'hui quelqu'un? L'émotion, elle reste négative parce que ça reste répugnant et tout quand Bien tu sûr. captes et tout. Ça n'empêche pas que nous, on ait pris conscience. Par exemple, moi, j'ai dévoré Boris Vian dans ma vingtaine. Ouais. Je pense que si tu relis J'irai cracher sur vos tombes maintenant, c'est une catastrophe, je pense, Je dans l'ai mes jamais lu. souvenirs. Bah, franchement, je pense que, alors que j'ai trouvé ça hyper érotique et excitant à l'époque et tout, dans mes souvenirs, en reprenant maintenant ce que c'est dans mon souvenir, j'ai pas relu depuis, je pense vraiment qu'il y a plein de descriptions en fait d'agressions sexuelles et de viols qui sont ultra romantisées, tu vois. Quelle horreur. Donc c'est une cata. Alors que je l'adorais. Mais oui, c'est des trucs de son temps. C'est pas pour autant que, du coup, on doit pas être choqué. Maintenant, on a le droit de trouver ça et d'avoir changé d'avis, puisque la première fois que je l'ai lu, j'ai juste trouvé ça excitant, tu vois. C'est ok. Hein. Enfin, On peut changer il d'avis. y a ton avis, il y a tes tripes et il y a ce qu'on. Après, oui, c'est une pensée de son temps et tout. Ça n'empêche pas que de toute époque, il y a aussi des gens pour dénoncer ces trucs-là quand même, même s'il y Exactement. a C'est ça. une normalisation du truc. Donc c'est moins voilà, mais il y a aussi des gens pour protester sur ça. Hein. J'ai lu un livre sur le sujet cet été justement où il y a un chapitre consacré à Wagner qui était très très antisémite et il y en a qui disent ah oui mais c'était l'époque, mais en fait l'autrice elle souligne que bah oui mais à cette époque-là il y avait des gens qui s'insurgeaient contre l'antisémitisme, donc c'était pas Absolument. obligatoire d'être antisémite Non, quoi. c'était Donc pas voilà, obligatoire. hyper intéressant. Maintenant on va parler justement, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont faire écho dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Avant que je te raconte cette histoire, je vois où on va il y a aller, je crois. beaucoup de choses. Ouais, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu connais de Simone de Beauvoir et de sa relation avec Jean-Paul Sartre? Ben en fait, c'est vrai que comme je disais, ça m'intéresse que tu me le racontes parce que c'est deux monstres du truc hyper connus et en fait, je me suis jamais penchée dessus à part les mini trucs que j'ai croisés à droite à gauche. Donc, je connais l'histoire de la relation passionnelle, ils se nourrissent l'un l'autre, blablabli. Ouais. Et aussi, j'ai entendu plusieurs fois des histoires un petit peu sombres que tu vas me raconter, non? Et bien sûr, voilà, bah oui, super. bah, Ben, ça bravo. m'intéresse parce qu'en plus, Bah, ça fait plein de fois où quand tu cites Simone de Beauvoir au détour d'un truc et tout, il y a des gens pour dire oui, mais Simone de Beauvoir, nanani. Donc, à chaque fois, je me suis dit oui, il faut que je regarde ce que c'est et je l'ai pas fait. Vas-y, explique-moi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important. Et bien sûr que c'est quelque chose qui va être vachement brandi par des personnes de droite en disant oui, mais Simone de Beauvoir, elle était horrible, etc. Par contre, ils vont moins être enclins à dénoncer des personnes à droite. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Mais par contre, on peut être à gauche, on peut être féministe, on peut reconnaître l'importance de ce qu'a fait Simone de Beauvoir tout en reconnaissant quelque chose qu'elle a fait qui sont pas très bien. Absolument. Pas très positifs, quoi. Ouais, ah ben de ouf. Hein. Mais ça, non, c'est pas pour ça qu'on doit perdre notre esprit critique. En fait, comprendre pourquoi ça nous a fait avancer sur certaines choses, mais c'est pas pour autant qu'on va excuser des trucs horribles, quoi. C'est exactement ça. Bon, bah alors je vais donc te raconter l'histoire du couple Beauvoir et Sartre. Je vais commencer par un petit fait. Donc c'est dans les années 70. Donc là, ils sont plutôt âgés. Et ils répondent. Alors, ils ont quel âge là, alors, elle est née en 1908. Okay. Et Jean-Paul Sartre à peu près autour de ça. J'ai pas regardé exactement la date de naissance. Ils sont yeux. Ouais. Voilà. Surtout à l'époque où on mourait un tout petit peu plus tôt. C'est pas une vieille époque, mais quand même, quoi. Ça va, ça c'est pas. Oui. Ouais. Et dans les années 70, ils répondent tous les deux aux questions d'une journaliste sur leur relation. Et là, Simone de Beauvoir dit « C'est vraiment les tiers qui ont fait les frais de cette relation que nous avons établie entre nous. Elle implique que quelquefois, on ne se conduise pas très correctement avec des gens. » C'est vraiment les tiers qui ont fait les frais un peu de cette relation que nous avons établie entre nous. Donc elle n'est pas non plus incritiquable, cette relation, puisqu'elle implique que quelquefois on ne se conduise pas très correctement avec des gens. Quelquefois ça a été sur le dos des autres. Voilà, exactement. C'est ça. Ah là là, ça part très mal. Ça part très mal. Énorme tu vas voir que c'est vraiment un red flag, Simone. Énorme red flag. Et elle le dit vraiment avec un oh bon bah c'est comme ça. Non bah oui. Voilà. Ah, c'est notre amour passionnel. Déjà le bail de on éclabousse les autres avec notre passion. Évidemment. Ouh là là, on n'aime pas. Oh, tu vas voir, t'es pas prête.
Simone de Beauvoir, à ce moment-là, évidemment, une icône. Elle a publié Le Deuxième Sexe en 1949, qui est vraiment une bible féministe que tu n'as pas lu, comme tu l'as dit dans le spectacle. Voilà. Alors, je voulais pas trop le mettre en avant parce que tu as dit beaucoup de choses que tu as lues, etc. dans le spectacle, donc je voudrais pas souligner ce que tu n'as pas lu. Bah, moi, je l'ai dit dans le spectacle, t'inquiète, c'est la vanne. Je fais Simone de Beauvoir, j'ai grave lu. Pas du tout. Mais en tout cas, tu vois, peut-être j'aurais dû le lire pour avoir plus les infos sur qui c'est. En effet, mais par exemple, est-ce que tu connais bien sûr la phrase emblématique du Deuxième Sexe ? N'oubliez jamais que les droits, alors ça c'est vrai aussi. Attention, les droits peuvent être empiétés. Enfin, on peut empiéter sur les droits d'une femme. Mais on ne naît pas femme, on le devient. Bien sûr. Voilà, exactement. Ça c'est l'autre. Mais bon, phrase. ça c'est très important comme théorie. Évidemment. Et aujourd'hui, on le prend comme acquis, mais en réalité, rien n'est acquis, comme elle le dit d'ailleurs Simone de Beauvoir. Mais vraiment, c'était révolutionnaire d'écrire ça à l'époque. Ouais. On ne naît pas femme, on le devient. Mais donc, elle est connue pour ses travaux, mais aussi pour sa vie personnelle qui est fascinante, notamment son couple libre avec Jean-Paul Sartre, qui sera un compagnon de vie jusqu'à la fin de ses jours, enfin en tout cas à la fin de ses jours à lui, parce qu'il est mort avant elle. Ouais. On pourrait se dire, ah bah oui, mais cette relation, elle relève entièrement du privé, ça ne devrait avoir aucun impact sur ce qu'on pense de Simone de Beauvoir, il ne faudrait pas s'en mêler, mais pour moi, ce n'est pas le cas, parce que déjà, les deux ont parlé de leur vie amoureuse. Alors déjà, non pas. Et se nourrissent créativement, non ? Et se nourrissent créativement. Ça t'éclaire sur leur production, je pense, de connaître leur relation. Ça joue forcément dans ce qu'ils écrivent. De toute façon, il faut arrêter le truc de séparer l'homme de l'artiste et tout, parce que c'est l'homme, et donc la femme, là, qui alimente la création de l'œuvre, enfin la création de ces artistes. Donc en vrai, si on veut analyser les œuvres, il faut qu'on comprenne c'est quoi leur vie et tout, y compris les horreurs qu'ils font, comme pour Picasso et compagnie. Mais en fait, c'est un angle d'éclairage de leurs travaux. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'il y en a qui vont dire peut-être, mais Simone de Beauvoir, peut-être parce que c'est une femme, on s'intéresse plus à sa vie personnelle, mais non, il faut s'y intéresser. Voilà. Mais dans ce cas, on s'intéresse aussi à celle de Sartre. Exactement. Et voilà. Et c'est le cas ici, dans cet épisode. Et en plus de ça, comme elle a dit dans l'interview que je t'ai mentionnée au début, d'autres personnes ont souffert de cette relation et l'ont aussi exprimée publiquement. Donc, c'est important d'en parler. Intéressant. Voilà. Interesting. Trop bien, on va y venir. Donc, Simone de Beauvoir, née en 1908, elle grandit à Paris dans un milieu bourgeois. Elle fréquente une école catholique. Et elle sent vite les limites de sa condition. Son cousin Jacques fréquente le collège Stanislas, qui est à ce moment-là encore fermé aux femmes. Sauf que elle, c'est déjà une intellectuelle, Simone de Beauvoir, et elle a l'impression d'être enfermée dans une cage. Elle a l'impression qu'elle n'a pas accès à un savoir. Elle veut se tailler une place dans l'univers des hommes. Elle le dit dans ses mémoires, mémoires d'une jeune fille rangée. Elle sait qu'elle y arrivera, mais elle sait aussi que le chemin sera long. Et son père dit d'elle, Simone a un cerveau d'homme, Simone est un homme. Oui. Ça, c'est le classique compliment de l'époque. Évidemment. Toi, t'es un homme. Bon, la pique-me, bien sûr. Mais oui. C'est ça. Alors, elle a un côté un petit peu pique-me, Simone de Beauvoir, en disant non, mais je suis pas comme les autres femmes, je suis pas hyper coquette, etc. Et ça, c'est l'apanage des femmes bourgeoises ou nobles qui peuvent se permettre, de pas faire les activités de femmes classiques parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles ont une éducation, parce qu'elles ont une émancipation. C'est ça, parce que Simone de Beauvoir, elle est évidemment contrainte parce que c'est une femme à une époque où les femmes peuvent pas faire énormément de choses intellectuelles, mais quand même, elle vient d'un milieu bourgeois et ça va lui donner accès à pas mal de choses par rapport à d'autres personnes. C'est plus facile d'être transgressif quand on vient d'un milieu... le confort financier. Exactement. Alors justement, en 1925, Simone de Beauvoir entame des études supérieures. Elle commence par étudier les lettres, avant de se diriger vers la philosophie. Elle commence par les lettres parce que ses parents sont inquiets, sa mère elle a peur qu'elle soit trop dévoyée, qu'ils sont très catholiques, encore une fois, très bourgeois, donc il ne faut absolument pas qu'elle sorte des clous. Mais c'est rapide avant qu'elle se dirige vers la philosophie. Sur le plan de sa vie personnelle, Simone de Beauvoir a un amoureux, c'est justement Jacques, celui qui fréquente le collège Stanislas, donc son cousin. Ah yes, ça commence bien. Mais à l'époque, franchement, les là pour le coup, là pour le coup, c'est un cousin germain, tu sais ou pas? Je crois qu'il est germain, ouais, il est germain. Trop de génétique très commun, germain, là, les gars. Et pour elle, c'est sûr, ils vont se marier, vont faire des enfants, c'était ça qu'on faisait à l'époque. Évidemment, leur relation est complètement chaste. Ah oui, on est encore formaté dans le truc famille. Ok. Le cousin, mais on est chaste. Oui, ok, on est dans le schéma catho, c'est bon. Exactement. Tout va bien pour Simone pour l'instant. C'est ça, tout va bien pour Simone. Comme les deux viennent d'une famille comme il faut absolument pas sortir des clous. Okay. Mais elle n'est pas bigote pour autant. Elle commence à questionner sa foi dès l'adolescence. Elle se sent très contrainte donc par son milieu, comme je l'ai dit, mais donc particulièrement par la religion. Et le tournant, ça a été la mort de sa meilleure amie, Zaza, c'est son surnom, Zaza, elle s'appelle Elisabeth. Zaza venait d'une famille encore plus sévère que celle de Simone. Elle était amoureuse aussi de son cousin. Mais là, les parents n'étaient pas d'accord. Les cousins. Les parents n'étaient pas d'accord. Okay. Les parents n'étaient absolument pas d'accord. Et du coup, elle s'est tuée.
En fait, elle est tombée dans une grave dépression, elle a perdu goût à la vie, c'est terrible, elle envoyait des lettres à Simone, elle était très très mal, alors que Simone était partie faire ses études, etc. Elle continuait de se voir, mais elle sentait qu'elle allait plus bien du tout, jusqu'au jour où elle a été atteinte d'une violente fièvre, et elle n'a pas survécu, elle est morte en quelques jours. Elle est morte de C'est chagrin d'amour. C'est les derniers paragraphes de Mémoire d'une jeune fille rangée. Quand je l'ai lu à 19 ans, j'étais vraiment choquée, j'ai eu du mal à m'en remettre. C'est ouf. Et donc Simone de Beauvoir était peut-être une jeune fille rangée, mais Zaza encore plus. Et justement, elle n'a pas survécu. C'est difficile de dire que c'était complètement psychosomatique ou bien pas, sûr. mais globalement, il y a peut-être un lien. En tout cas, elle a un choc de sororité, de perdre une amie très chère, c'est terrible. De chagrin d'amour, et tout ça doit lui faire un déclic aussi. Exactement, ça lui fait un déclic. Et elle dit, après ça, elle voit parfois, juste après la mort de Zaza, un peu comme son fantôme, elle l'imagine en fait. Et elle dit, ensemble, nous avons lutté contre les destins fangeux qui nous guettaient, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. Oh, waouh. Ouais, donc dur. Le cadeau... Cadeau horrible. Ok. Donc, elle parle de liberté, Simone de Beauvoir, mais elle a encore du chemin à faire. Et elle s'en rend compte quand elle est dans sa vie étudiante, elle se rend compte qu'elle est trop coincée. Elle en a assez d'être ce qu'elle appelle un pur esprit. Donc... Oui, donc elle veut baiser. Simone, elle veut baiser. Exactement. Je comprends. Allez. Elle se dit, vas-y, c'est pour moi aussi. Moi aussi, j'ai le droit à cette vie-là. La chair. Exactement, à cette débauche. À la Sorbonne, elle obtient un certificat de philosophie générale et elle commence à préparer l'agrégation de philo, milieu que tu connais bien. Alors pas l'agrégation peut-être en particulier, pas de philo, mais oui. Mais en histoire, Manon, donc tu as quand même un doctorat en histoire. J'ai pas passé la grègue, mais oui. Pas passé la grègue, mais bon, tu connais le côté études, difficile, longue. Oui, et à l'époque en plus, il devait pas y avoir tant de meufs que ça, donc. Tu fais bien de le dire parce que c'est la plus jeune personne tout court déjà à être diplômée de... Alors, à passer déjà le concours d'agrégation. Ok, ouais. La classe. Alors, les femmes encore plus, tu vois. Mais déjà, plus jeune personne tout court. Hommes-femmes confondus, exactement. Stylé. Donc, alors qu'elle prépare ce certificat... Mais je ne suis pas juste un pur esprit. Mais non, elle n'est pas juste un pur esprit. Je ne suis pas qu'un pur esprit, je suis aussi très bonne, mais... Exactement. Wow, gros cerveau, Simone, quand même. Mais c'est un énorme cerveau. Elle se lie d'amitié avec ses camarades. Elle devient amie avec plein de gens, sauf un groupe de garçons qui sont étudiants à l'école normale supérieure. Et là, je vais citer Simone de Beauvoir. « Seul me demeurait hermétique le clan formé par Sartre, Nizan et Herbaut. » Le Boys Club. Le Boys Club à fond. Tu vas voir à quel point c'est vraiment un Boys Club. Je veux être copine avec les garçons. Bah oui, non, mais je comprends. Bien, est-ce que tu penses que tu aurais été comme ça à l'époque J'ai été aussi comme ça toute mon à vouloir être adolescence et bonne partie de vingtaine. À vouloir être acceptée par les mecs. Être acceptée par les mecs, qui traînent avec les mecs et tout. Pas que j'avais aussi plein de potes meufs, mais en mode c'est mieux quand il y a des garçons, blablabla. Je comprends tellement. J'ai tellement été comme ça. Ouais, complètement. Mais c'est tellement mieux une fois que tu t'es débarrassé de ça et que tu fais non, on est vraiment mieux entre meufs. C'est vraiment beaucoup mieux en fait. Quand on n'est plus en rivalité et tout, là, c'est beaucoup mieux. C'est vrai qu'à un moment, d'un coup, on ouvre les yeux, on est là. Ah oui, d'accord. Non, en fait, mes problèmes, c'est l'autre. Oui. Effectivement, parce que quand on est plus jeune, on se dit non, mais les filles, c'est que des problèmes, c'est que des embrouilles, c'est que des chamailleries. Les trucs de filles, c'est nul. Exactement. Les trucs de filles, c'est nul. Donc, exactement. Si je suis cool, j'aime pas les trucs de filles, j'aime pas traîner avec les filles. Alors que j'avais plein de copines filles. Bien sûr. Bien heureusement. Évidemment. Elle dit « Il ne frayait avec personne. Il n'assistait qu'à quelques cours choisis et s'asseyait à l'écart des autres. Ils avaient mauvaise réputation. On disait qu'il manquait de sympathie à l'égard des choses. Ils appartenaient à une bande composée en majorité d'anciens élèves d'Alain, donc le philosophe, et connue pour sa brutalité. Ses affiliés jetaient des bombes à eau sur les normaliens distingués qui rentraient la nuit en smoking. Sartre n'avait pas une mauvaise tête, mais on disait qu'il était le plus terrible des trois, et même on l'accusait de boire. Attention. Putain, il y a tout. C'est le Boys Club et c'est les Bad Boys. Les Bad Boys. Donc il y a tout pour... Attends, les Bad Boys étudiants à Normal Sup quand même. Hein. Oui, c'est clair. Oui, jeter des bombes à eau. C'est trop drôle parce que trop Bad Boys. Je pense que Simone de Beauvoir, elle est genre impressionnée par ce qu'elle appelle des Bad Boys, mais ça reste quand même pas un cuir, tu vois. Genre... Exactement. Ils avaient pas mis de gland sur leurs mocassins, donc non mais oui, je comprends. En vrai, je comprends. Vu le parcours et son moule à elle, je comprends, tu vois. Évidemment, moi à sa place, j'aurais été fascinée par ça. Bien sûr. Évidemment. Petit à petit, Simone se rapproche donc d'un des trois de la bande, donc Herbaut. C'est des noms de famille, évidemment. Il s'appelle que par le nom de famille. Oui. Il est marié déjà, mais il la drague ouvertement. Okay. Et c'est lui qui la surnomme le castor. Est-ce que tu savais ça, qu'elle était surnommée le castor? Non. Ok, parce qu'en fait en anglais... Elle a fait barrage contre l'extrême droite. Oui, déjà. En plus, franchement, il y a eu forcément, ils se sont rencontrés toute fin des années 20.
Ouais, voilà. Donc ouais. oui, effectivement, les années 30, c'est un gros tournant dans leur vie. Non, elle est surnommée le Castor parce que ça lui fait penser le nom. Alors, il est très drôle, hein, Herbo, tu vas voir. Le nom Beauvoir le fait penser à Beaver en anglais, voilà, qui dit Castor. Et donc, à partir de là, il l'appelle le Castor et Jean-Paul Sartre l'appellera le Castor toute sa vie. En sachant que, Mhm. en sachant que castor, beaver, ça veut Mhm. dire la chatte en anglais. Ah ouais? Mais non, mais ça, je savais pas. Les Canadiens, ils disent ça. En tout cas, je sais pas si c'était le cas à l'époque. Mais non! Ouais, genre dans le Drag Race Canada, il y a le beaver, le golden beaver, c'est vraiment, c'est Ok. comme Pussy, tu vois. Mais c'est trop Ouais, drôle. donc je sais pas si c'est peut-être c'est clin pas d'œil. ça, mais si c'est un petit diminutif, en plus un peu sexiste et tout, tu vois. Je pense possible. que... Je sais pas si c'était déjà une idée qu'ils avaient à Ouais, je sais l'époque. pas. Si c'est un argot de l'époque, j'en sais rien. Mais oui, ça peut être ça. Mais en tout cas, tu sauras quand t'entends le Castor, tu penseras immédiatement à Simone de Ouais, très Beauvoir bien. maintenant. Ouais. Et donc, Herbo, comme il se rapproche beaucoup de Simone de Beauvoir, il lui propose de venir réviser avec eux l'agrégation. Viens réviser avec nous, les cool kids. On est Le des bad boys, mais boy quand même, club. on révise pour l'agrégation. C'est comme ça que Simone débarque chez Sartre. Elle est impressionnée par le désordre dans la pièce. Il y a des livres, il y a des papiers partout, il y a des mégots qui traînent par terre. Boys. Évidemment, une énorme fumée, bien sûr, parce que À l'époque, on fume partout. on fume partout. Et Sartre, il ne quitte jamais sa pipe. Voilà. Donc vraiment, Ouah, ça devait schlinguer. Horrible. Oh, la garçonnière de papier et de... Exactement. Déjà, le truc incendiaire au possible. Non, ouais. Inflammable. déjà, Laisse tomber. franchement, Trop dangereux. ça aurait pu très très mal se terminer. Oui. Et c'est peut-être la fin de cette histoire d'ailleurs. Et voilà, en fait. Elle est pétrifiée de timidité, elle est impressionnée par ce boys club, mais notamment par Sartre. Elle revient quand même régulièrement, et là elle commence Sartre à se avec sa détendre. tête de ses yeux là. Exactement. Bon, pardon, je peux pas taper sur le physique. Ouais. Qu'est-ce que Parce tu que veux là- dire ça Ouais, ouais. Non, Ouais, mais ouais. il a une tronche quand même, il a une gueule. Il Mais a ça, une c'est tronche, pareil. c'est Enfin, ça va avec les bad boys et les machins, les Ouais. gars qui ont une tronche, les Gainsbourg Mais et c'est tout, là, qui sont tellement dégueux. Pourtant, on est Mais en mode bien waouh, sûr. trop fascinant, il a une gueule. Mais c'est ça, Oui. parce que Jean-Paul Sartre est quand même franchement moche. En tout Sacré cas, tronche quand même, Ouais, ouais, sacré tronche. complètement. Dans tous les sens du terme. Et il a jamais eu de mal à choper, bizarrement. Oui, tu oui, vois, bah oui, bah étonnamment. ça, Si oui. ça avait été une femme, ça aurait été une autre histoire. Mm. N'est-ce pas Abonne-toi. Abonne-toi sur YouTube. Bon, elle commence à se détendre à force de venir réviser avec eux, mais elle est vraiment impressionnée par l'intelligence de Sartre. Il faut savoir qu'il a échoué à la Greg l'année d'avant. Loser. Nul. Bon, sans doute parce qu'il a voulu être trop original. Oui, dans voilà. ses Oui, copies. bah, c'est le correcteur qui a pas compris mon gros cerveau, bien sûr. Mais c'est fou parce que quand même, elle est en train de préparer un concours que ce mec-là a échoué l'année d'avant, mais elle est quand même Elle toujours est, méga bien sûr. impressionnée. Mm. Voilà. Pour elle, c'est lui qui en sait le plus long sur les auteurs au programme du concours. C'est lui qui leur explique tout. Les autres l'écoutent. Simone, elle se dit quand même, non mais il faut que je réagisse, il faut que je réponde, il faut que je lui montre que je suis intelligente. Donc elle essaie de discuter ce qu'il dit, mais elle dit Sartre a toujours le dessus. Elle, Toujours avoir raison. bizarrement, elle dit impossible de lui en vouloir. Il se mettait en Ah. 4 pour nous faire profiter de sa science. Ok. Bon, en vrai, ça, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Bah, bien sûr, pourquoi pas. C'est un merveilleux entraîneur intellectuel, notai-je. Je fus éberluée par sa générosité, car ses séances ne lui apprenaient rien, et pendant des heures, il se dépensait sans compter. Grand prince. Grand prince. Il n'apprenait rien avec nous, les gueux, mais il nous donnait son savoir. Oh, Évidemment. qu'est-ce qu'il est généreux. C'était pas du tout pour faire mousser son ego. Absolument pas. Et probablement qu'il disait des conneries, juste il te tenait tête et tu pensais qu'il avait raison. Mais c'est parce qu'il parlait plus Exactement. fort que toi. Mais oui. Exactement. Et franchement, dans ses mémoires, Simone de Beauvoir, elle dit toujours que Sartre est le plus intelligent des deux, c'est lui qui est le plus brillant et tout ça. Mais moi, je pense qu'il y avait un gros complexe d'infériorité chez elle. Et Classique. c'était elle vraiment un gros cerveau aussi. Donc voilà, Mm. faut bien le dire. Le concours arrive. Simone de Beauvoir et Sartre sont tous les deux admissibles, Yes, GG. contrairement aux autres. Donc elle du premier coup, hein, si je puis me permettre. Exactement, pardon, mais franchement, sans aucun problème. Et Mhm. c'est pas grâce à lui, non, c'est pas parce qu'il a Bah, fait ses grands exposés, Oui, machin. c'est pas grâce à ces conversations. Les épreuves orales ont lieu 2 semaines plus tard. Sartre dit à Simone, à partir de maintenant, je vous prends en main. Prenez-moi donc en main, Merci mon cher. beaucoup. Pendant 15 jours, ils passent leur journée ensemble. Oh non, on est obligé de réviser. Oh, c'est dur. Nul. Il est hyper content de pouvoir l'accaparer. En vrai, trop sexy. Non, mais Comme, trop mignon et trop sexy. ouais. C'est hyper impressionnant, bien sûr. Début de comédie romantique. Mais Enfin, de toute façon, il y avait tous les ingrédients. Hein. Il y avait Tout. la jeune fille corrompue, Exactement. les bad boys. Exactement. Il y Et en avait- fait, il va s'occuper de moi et on va passer des heures ensemble à réviser à la lueur de la bougie. c'est vrai qu'il y a tous En fumant les... la pipe. Exact. Il y a tous les ingrédients. Et Simone considère que tout le temps qu'elle passe pas avec lui, c'est du temps perdu. Oui. Bon. Elle dit c'est beaucoup de choses, mais il n'est pas cuistre.
c'est-à-dire qu'il étale pas son savoir. Il s'intéresse à tout, non, alors pas que du c'est tout pourtant ça ce qu'il qu'il a fait avant. Bref. Mais c'est ce Oui, qu'elle bon, dit. non mais, ok, Mais je pense que ok, c'est ok. une petite révision historique. Non mais peut-être, pas Peut-être, non plus peut-être. tout. Elle dit, Ok. il s'intéresse à tout, il essaie de tout comprendre au lieu de justement appliquer ok, à ok. chaque fois ce qu'il sait déjà et ses fameuses idées préconçues. À côté de lui, Simone de Beauvoir trouve qu'elle a un esprit trop étriqué. Ouais, par contre, il y a vraiment tout le temps le truc de je me sens Elle se pas à compare, la hauteur quoi. À côté elle de... se compare énormément. Énormément. Ça j'aime pas trop. Ça c'est Et- un red flag. Hein. En fait, il y a peut-être aussi une part de vrai, mais parce que, encore une fois, et peut-être qu'elle y viendra plus tard d'ailleurs, et elle y vient plus tard puisqu'elle écrit Le deuxième sexe, il y a aussi un truc du fait qu'elle est une femme et que peut-être elle s'est obligée à rester dans un certain carcan pendant longtemps, alors que Sartre, il s'en foutait complètement, tu Oui. vois. Oui, Et donc, puis peut-être que voilà, si la personne avec qui tu relationnes juste te fait te sentir comme ça, c'est sûr. il y a un souci quoi. Je pense que Parce Sartre qu'on on peut dire il y en a un qui a plus de culture que l'autre éventuellement Ouais. il a je sais pas il a eu accès à mais si tu le fais ressentir à l'autre c'est là que C'est ça, parce que Sartre, je pense qu'il estime énormément Simone de Beauvoir, mais je pense qu'il a quand même toujours conscience un peu de sa supériorité. ouais, voilà, Enfin, en si tout c'est cas, son faire valoir. exactement. Mm. Évidemment. Bon, ils passent l'oral. Ils l'ont, tous les deux. Ils ont le concours. Simone de Beauvoir arrive deuxième. Allez. Sartre arrive premier. Ah merde putain. Putain, c'est chiant. Hein. Ça fait chier. Ouais, Ça c'est dur. fait chier pour l'histoire. Elle devient Par la contre le power couple laisse tomber. power couple. Elle devient quand même la plus jeune agrégée de France. Oui et puis elle a eu du premier coup on rappelle. Mhm. Mm. C'est le début d'une passion entre Beauvoir et Sartre. Et le cousin c'est fini du coup. Ah, alors justement, on va y arriver. Elle dit brusquement, je n'étais plus seule. Jusqu'alors, les hommes à qui j'avais tenu, Jacques et à un moindre degré Herbeau, étaient d'une autre espèce que moi, désinvoltes, fuyants, un peu incohérents, marqués par une sorte de grâce funeste, impossible de communiquer avec eux sans réserve. Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais, porté à l'incandescence, toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Quand je le quittais au début d'août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie. La connexion, La connexion incroyable. la T'as fusion. déjà eu une connexion comme ça où tu t'es dit toute ma vie je vais être... Alors peut-être que Oui, c'est le cas tout ou s'est mal peut-être fini. pas. Voilà. Remember. Oui, C'est une personne qui m'a fait croire que j'avais ça. Mais oui, du Il coup, je l'ai pensait que- ressenti en tout cas. ouais, que vous aviez vraiment une relation spéciale et que vous alliez être liés jusqu'au bout. Moi, dans ma chair, j'ai vraiment cru que c'était ça, ouais. Pendant longtemps. Ouais. Oui. Ah, ça, c'est addictif. Mais bon, des fois, ça peut être vrai. Là, c'était faux. Mais Parfois ça peut être vrai. Voilà, là Mm-mm. toi c'était faux. Voilà. Là, c'était Bon, faux. Simone de Beauvoir et Sartre, force est de constater que c'était vrai. Apparemment, c'était vrai. Mais au prix de Je leur souhaite. combien de sacrifices parfois, tu vois. C'est ça aussi. J'ai peur de la suite. Effectivement. Simone de Beauvoir cet été-là revoit son cousin Jacques, mais le cœur n'y est pas. Et en plus, elle découvre qu'il s'est fiancé sans le lui dire. Le Alors cousin qu'il Jacques s'écrivait des lettres. Attends, il s'est vient de fiancé Jacques. à Il quelqu'un s'est- d'autre À quelqu'un d'autre. Ah oui, ok. Bon, bah, en même temps. Oui, t'imagines, c'est fiancé à Simone Bah de non, Beauvoir oui, sans je qu'elle le comprends pas. Mais au fait, j'ai signé les papiers. Le hein. mariage, c'est Donc, bizarre. D'accord, bah next. Enfin, tant mieux, non Elle se dit Puisque, tant mieux. Oui, voilà. Ça Effectivement. l'arrange, non Ça l'arrange complètement. ouais. Elle dit super, je vais pouvoir On me se quitte consacrer. bon cousin. Selon l'expression consacrée. Elle se dit bah super, je vais pouvoir me consacrer Il entièrement. s'est fiancé à sa sœur. Voilà. Effectivement, non. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais toute leur vie, ils se vouvoient et toute leur vie, ils s'appellent par leur nom de famille, ou lui, il l'appelle le castor, mais elle l'appelle Sartre, ils se vouvoient. Enfin, c'est vraiment, ouais. Regarder un petit jeu kinky un peu. Moi, j'adore. Ok, ouais, en vrai, c'est À ça, l'époque, c'est quand je lisais ça, j'étais là, oh, mais je rêve tellement de rencontrer Vous quelqu'un voyez que je quelqu'un peux vous voyez. Sauf Ok. que bon, en 2000, alors là, c'était peut-être en 2010 quand j'ai lu ça, mais j'étais vraiment, enfin, c'était ridicule, je pense, de vous voyez quelqu'un. Mais bon, Ouais, Pourquoi non, pas mais Pourquoi après, du coup, dans le contexte de on a un truc particulier, ça c'est mignon. voilà, c'est Mm. mignon. Ils se retrouvent en cachette parce qu'elle passe l'été dans une maison de campagne avec sa famille, comme tous les étés. Ils se retrouvent en cachette, pas loin. Ça c'est trop excitant. Voilà, donc c'est hyper excitant. De retour à Paris, ils vivotent, ils se mettent vraiment ensemble. Ils vivotent avec le peu d'argent qu'ils ont. Simone enseigne. Lui, il dépense un petit héritage de sa grand-mère. Donc c'est vraiment, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux. Ok. Voilà. D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche, Mm. effectivement. Un jour, après être allés au théâtre, Sartre et Simone se promènent. Ils ont quel âge là? Ils sont dans leur Ils ont, vingtaine quoi. ouais, peut-être 19, 20, peut-être un peu Attends, plus quand ils même. ont passé la grecque et Non, tout. quand même. peut-être, Ouais. peut-être. Attends, Oui, bon. ils ont passé la grecque, on est en 1925, un truc comme ça peut-être. Oui, voilà, ils sont dans leur vingtaine. Un peu Ok. plus même. Non, plus 1929. Enfin bref, oui, voilà. Je sais pas compter, je suis très mauvaise Non, en mais t'as maths. raison, ils ont 20 ans parce que t'as dit qu'ils sont nés en 1908. Elle est née en 1908, ouais. Ouais. Et lui, il est pas très très loin. Ouais. Ok. Bon, un jour, après être allé au théâtre, il se promène, il s'assoit sur un banc près du Louvre, et c'est là que Sartre propose un pacte à Simone de Beauvoir. Il lui explique qu'il n'a pas la vocation de la monogamie. Yes, c'est parti. Alors en fait, je vais te dire, je suis polyamoureux, mais je les adore. Je l'ai pas dit, mais en fait, je n'ai pas envie d'être enchaîné.
il lui dit qu'il préfère la compagnie de femmes que celle d'hommes. Ouais. Et il ne veut pas renoncer à la séduisante diversité des femmes. Très bien. Voilà. La séduisante diversité. Oui, c'est une belle façon de le dire. Bon, après... Pourquoi pas? Écoute, Non, pourquoi pas. pourquoi Oui. pas? Juste une fois qu'on est bien amoureux et machin, c'est... Voilà. C'est Mais ça. non, mais en vrai, bon, sur ça... C'est voilà. ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'à cette époque, ça se faisait beaucoup, mais c'était les hommes qui allaient voir de leur côté. Là, il dit à Simone de Beauvoir, bien sûr, tu es libre toi-même de faire ce ça, que tu c'est cool. veux. Et ça, voilà. Ça, c'est OK. C'est OK du moment que la personne est d'accord. Alors, parfois, tu es très amoureux de quelqu'un et tu peux dire oui, Mhm. accepter un arrangement qui, en fait, te convient pas. Oui, parce que tu veux pas perdre l'autre, bien sûr. C'est ça. Et là, Bien c'est sûr. très difficile de savoir parce que vraiment, tel qu'elle le raconte, c'est vraiment Sartre qui a mis ça sur la table et elle qui a dit tout de suite d'accord. Oui. Mais on n'a même pas ses pensées intérieures. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un débat intérieur? Ok. Est-ce qu'elle s'est convaincue que ça lui convenait Ouais. toute sa vie ou est-ce qu'on On sait ne pas. sait pas? Ok. Entre nous, m'expliquait-il en utilisant un vocabulaire qui lui était cher, il s'agit d'un amour nécessaire. Il convient que nous connaissions aussi des amours contingentes. Donc, Ok. pour Mhm. simplifier, il y a l'amour principal et les amours secondaires. Oui, donc ils sont en couple libre. Et donc, exactement, ils sont en couple libre, ce qui, quand même, à l'époque, était assez Mm. révolutionnaire comme Ouais, cas de figure. mais dans ces milieux-là, Oui, ça m'étonne pas. Les milieux bourgeois intello, C'est ça vrai. m'étonne pas. Tu vois, je C'est pense vrai. que c'était pas si rare que ça chez eux, mais ça reste une proportion de la population infime. je pense qu'à l'époque, et d'ailleurs, même avant, je le lis dans plein de romans, il y avait beaucoup d'adultère, etc. Et souvent, le partenaire va faire semblant de rien voir, mais que ce soit dit Oui, bon, aussi ça, oui. officiellement. Oui, non, un truc institutionnalisé comme ça C'est entre rare. eux, oui, Voilà. carrément. Il lui propose de signer un bail de la relation, entre guillemets, Ah ouais, de oui, 2 ans. Ok. Voilà. Ouais, De d'accord. 2 ans. Ok. Donc genre dans 2 ans on fait le point. Exactement. Ok, c'est En long fait, 2 ans il dit- pour refaire un point C'est de long. si ça te va le couple Alors libre. attends, parce que c'est pas tellement est-ce que ça te convient le couple libre. C'est après ces 2 ans, chacun sollicitera un poste à l'étranger. Il lui explique la marche Oula, à suivre. Ok, c'est parti. On parle de ce truc bizarre. Il Ok. dit on restera séparés 2 ou 3 ans et on se retrouvera quelque part sur Terre à l'issue de ces 2-3 ans, Ah pour oui, donc, reprendre une vie plus ou moins commune. là le mec par contre il impose un rythme. Exactement. Bon, ok. Donc elle a fait oui. Et elle dit Oui, bah oui à tout. Très bien, d'accord, pas de souci. Très Oh, bien. waouh. Ah ouais, alors ça c'est vraiment te mettre les menottes parce que c'est vraiment en mode tu es très spécial. C'est ça. Je vais faire toute ma life sans toi, mais t'es C'est très spécial. Je reviendrai, tu vas m'attendre. C'est ça. Ok. C'est vrai. Ah, j'aime C'est pas dur, ça. hein. Ouais. C'est dur. Et toi t'es là, oui c'est vrai, je suis très spéciale. C'est ça. Elle est déjà extrêmement contente de lui plaire et Oui, de quel partager honneur. une vie avec lui, Oui. exactement. Donc elle se dit, mais tout ce que tu veux, enfin franchement, Mm. c'est tout ce qu'il veut, quoi. Elle dit oui sans hésiter. Et le deal, c'est donc de passer 2 premières années à Paris et ensuite de partir à l'étranger. Mais le problème, c'est que là, Simone de Beauvoir doit solliciter un poste d'enseignante, sauf qu'elle est envoyée à Marseille et c'était pas C'est du pas tout l'étranger. ce qui était prévu. Ah non, mais Bah, attends. c'est glamour ça. Mais c'est même pas seulement que c'est pas l'étranger, c'est que c'était censé être dans les 2 ans qui passent ensemble à Paris. Et déjà, Ah, c'est la merde. Zut. Ah Eh zut, oui. zut, la distance. Là, Coup c'est dur. très compliqué. Elle panique totalement parce qu'elle veut pas être séparée de Sartre. On peut que Oh, comprendre, ouais, bah, ça attends. dit- ouais, mais ça dit- oui, on peut comprendre, mais ça dit la. Ouais. Si c'est en mode je dois profiter parce qu'après on va être séparés Ah. pendant 3 ans et tout, ça dit déjà la détresse, La détresse. la dépendance affective qu'elle a et qu'elle va tout accepter quoi. C'est vrai. En fait, je pense qu'il y a un truc aussi, de la jeunesse, on tombe amoureux très fort pour la première fois, même si elle était amoureuse avant, c'était C'est pas le aussi premier fort. amour, ouais. Voilà. Et donc, elle se dit, je pense, si je suis séparée de lui physiquement, ça va être terminé entre nous. Et il y a une espèce de panique énorme. Et elle est tellement en train de paniquer que Sartre, il lui dit, écoute, c'était pas du tout dans le plan, mais si tu veux, on peut se marier. Et comme ça, on reste ensemble. On est affectés à des postes l'un à côté de l'autre. Et ça peut résoudre le truc. Alors que Ok. c'était pas du tout Ok. le deal, mais il lui propose quand même Ok. ça. En vrai, c'est un gros pas vers elle parce que c'est le Énorme. mariage. C'est un gros pas. C'est Ok. un gros pas. Et il lui dit, ça serait dommage de sacrifier ton bonheur à des principes. Énorme. Enfin, Ok. pardon, Ok, votre bonheur. Point pour Sartre. Point Voilà, pour Sartre. point Ok. pour Sartre. Mais Simone refuse. Ah, ça, je l'adore. Ah, Simone McQueen, je t'adore. Là, par contre, là, oui. Non, ouais, en même temps, Et en même j'aime temps, bien que non. tu fasses. Bah non, je suis une meuf, tu vas pas me. Ouais, non, Ouais. j'aime bien. Alors justement, Slay. elle a peur que le mariage change leur relation. Et elle dit en même temps aussi, il y a quand même une pensée pour Sartre. Elle Ah, dit, ok, alors elle refuse pas pour les raisons que je croyais. toi, t'aurais refusé pour quelle raison? Non, bah elle refuse pas en mode du coup, on va être aménagé en tant que femme hétérosexuelle, ça Ouais. va ruiner ma vie d'artiste et je vais Non. devoir porter la charge mentale. Elle refuse en mode oh non, du coup, je vais être sa femme et je vais plus être désirable C'est et un peu tout. ça. C'est plutôt ça, non? En fait, c'est un peu ça. Et Mm. elle se dit, le pauvre, il va pas renoncer à sa liberté pour devenir professeur de province. Je la Ah, cite, hein, ouais. je la cite. En fait, Sartre ne veut pas encore devenir un adulte.
Moi, à ce moment-là, il a la Et- toute jeune vingtaine. Elle le sait pour lui, c'est super. Exactement. Putain, Elle oui. anticipe beaucoup alors, en fait, elle anticipe énormément de choses parce que elle se dit jamais il m'en voudrait, jamais il me reprocherait de s'être marié, je le sais, mais moi je m'en voudrais toute ma vie de l'avoir enchaîné en fait, tu vois. Oui, donc c'est pas vraiment un move de bad bitch pour elle, en mode il va Mm. pas m'enchaîner, c'est en mode non, je dois pas l'enchaîner. Exactement. Dommage. Je pense qu'elle exactement. Elle se dit non, il faut absolument qu'on suive le contrat qu'on avait établi à la base. Donc couple libre. Bon, non seulement il faut le dire, non seulement Simone et Sartre ne veulent pas se marier, mais ils ne veulent pas non plus d'enfants. Et elle explique dans son autobiographie qu'elle aime bien les enfants. Elle pensait donc en avoir un jour quand elle allait se marier avec son cousin Jacques, évidemment. Elle dit que je pensais faire un mariage bourgeois. Mais là, elle n'en ressent plus l'envie. Elle dit on se suffit à nous-mêmes, on n'a pas besoin de petits êtres avec nous. Et en plus, pour elle, la maternité n'est pas compatible avec ses ambitions littéraires. Et oui, surtout à l'époque encore plus. Ouais. Surtout encore plus à l'époque. Et c'est fou parce que moi j'ai lu donc ça quand j'avais 19-20 ans et pour moi c'était vraiment une révélation parce que c'est là que j'ai pu mettre un mot sur le fait que je voulais pas d'enfant. Et pourquoi Aujourd'hui j'ai 36 ans, j'ai pas changé d'avis. Comment ? Et pourquoi t'en voulais pas ? Et pourquoi j'en voulais pas ? Exactement. Parce que c'était quelque chose que j'avais un peu en tête, mais pour moi c'était évident qu'un jour j'allais faire des enfants. Et là je me dis mais attends, bien, en fait on peut être une femme accomplie et ne pas avoir d'enfants, c'est tellement génial. Et bien sûr on peut aussi être une femme accomplie et avoir des enfants. Aussi, faut évidemment. le dire. Je connais plein de femmes qui ont des enfants, qui ont écrit des livres, etc. C'est pas du tout incompatible. Mais déjà effectivement à l'époque c'était plus compliqué. Et aujourd'hui je sais qu'il y a plein de choses, plein de décisions que je peux prendre. Par exemple là j'ai passé 3 mois à New York, j'ai pu décider comme ça parce que je n'ai pas d'enfants dont m'occuper. Voilà. 100%, on est ensemble. C'est génial. Oui, et donc, toi, t'en es où tout... par rapport à ça ? Moi, j'ai pas trop de désir d'enfant. J'en ai des fois quand je suis en couple. Okay. J'ai un peu je ressens des fois quand je suis amoureuse de quelqu'un le désir de faire un fruit d'amour. Okay. Mais sinon, ça fait longtemps tu vois, que j'ai pas été en couple. Mais sinon, j'ai pas... Ouais, j'avoue, je ressens pas le truc de maternité. Donc, je suis plus en mode, waouh, trop génial tout ce que je peux faire pendant que mes amis changent des couches. Du coup, c'est plus ça. Donc, je suis un peu en mode, c'est la vie qui décidera pour moi. Je dis pas que ça m'arrivera pas parce que si je tombe amoureuse de quelqu'un avec qui on le fait, ça me déplairait pas a priori. Ouais. Mais sinon, j'ai pas le truc de je vais pas faire un enfant seul du tout, un truc comme ça, pas du tout. Et j'ai même un peu le aïe aïe aïe, un enfant, comment je vais faire dans ma carrière, génial. Mais c'est ça, parce que t'es déjà. En gros, faudrait que le gars il soit trop chaud de s'en occuper de ouf. C'est ça. Oui. En fait, c'est ça, parce qu'on dit effectivement, on peut tout avoir, on peut écrire des livres et avoir des enfants, ou alors, enfin voilà, en tout cas avoir une vie professionnelle hyper intense et avoir des enfants, mais en réalité, il y a quand même forcément une dose de sacrifice. Ah, mais de fou. Un enfant, c'est énorme, Bien c'est une sûr. charge énorme, Bien sûr. et ce qui est normal, il faut lui consacrer beaucoup de temps, donc on ne peut pas non plus nier que ça change une vie, quoi. Ah non, mais ça c'est sûr. Alors c'est sûr que voilà, moi je suis vraiment, je suis comme toi, je suis en mode, si le week-end prochain je veux aller faire ça, c'est mon problème, c'est moi qui décide, surtout en étant célib en plus et tout. Bien sûr. Mais il y a quelque chose de très beau dans l'amour inconditionnel que tu peux donner à un enfant, que je vois à mes amis, passer des trucs qui ont l'air trop chiants de parents, je vois ce truc-là qui les anime et que je trouve beau. Donc je me dis, je m'exclus pas que ça m'arrive un jour, mais je cours pas du tout après ça, quoi. Non, je comprends complètement. Je me dis pas, ah merde. J'ai eu un moment j'ai un peu peur, l'horloge biologique et tout, et là maintenant je suis en mode non, mais en fait, c'est juste si ça arrive pas, c'est que j'avais mieux à faire, tu vois. Parce que si j'avais vraiment voulu faire, je serais en train de faire une PMA seule et je pouvais le faire en fait. Et si je le fais pas, c'est que j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Trop intéressant. Franchement, j'ai eu une conversation avec ma gynécologue il y a pas longtemps qui m'avait dit, alors juste si vous voulez faire des enfants, il faudra pas trop traîner. Et je lui dis, franchement, j'en veux pas. Et elle m'a dit, mais c'est super de savoir ce que vous voulez. Exactement. Et j'ai dit, ah mais c'est marrant parce que des fois je me suis dit, mince, et si je change d'avis? Elle a dit, vous n'avez jamais changé d'avis jusque-là. Pourquoi est-ce que vous mèneriez votre vie aujourd'hui au cas où vous changerez d'avis un jour? Elle dit, si vraiment vous en voulez pas, vous en voulez pas. Il faut pas forcer le truc. C'est ce que je me suis dit. Moi, je me suis longtemps dit, merde et tout, si plus tard je regrette et tout. Et en fait, en même temps, je suis là, mais oui, mais... Bien sûr. Si vraiment ça m'animait et que je voulais faire ça, je pourrais être en train de faire ça maintenant. Toute seule, c'est possible en tant que femme de faire ça seule, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pas ce qui se passe, donc c'est que j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Exactement. Bon, donc, super, Simone de Beauvoir, il y a plein de choses géniales qu'elle a écrites, qu'elle a vécues et dont elle parle très bien dans ses mémoires, et donc on peut s'identifier. Donc elle dit je veux pas d'enfant. Voilà, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas me marier. Franchement, hyper impressionnante, surtout pour cette époque. À l'époque, c'est bien punk. Exactement. Mais si on peut admirer l'esprit libre de Simone de Beauvoir, elle a aussi fait des choses terribles, et c'est là qu'on va en parler. La darkness. Le reste de cet épisode évoque des abus sur mineurs. Si vous êtes sensible à ce sujet, vous pouvez arrêter l'écoute. Simone de Beauvoir part donc enseigner à Marseille. Ensuite, elle est affectée l'année suivante à Rouen, dans un lycée. Elle est prof de philo là-bas. Sartre vient la voir régulièrement.
Et c'est là qu'elle rencontre. Donc là, on est toujours dans les 2 ans de on contrat. est dans les. On reste ensemble, mais t'es Oui, loin, je viens en de fait, voir. comme déjà, ils ont passé, honnêtement, c'est déjà cette première année à Marseille et la deuxième année à Rouen séparés. Je crois que le contrat sur y a plus. Ok. le bail, en tout cas, est un Ok. peu tombé à l'eau. Ok. Il n'y a plus d'histoire d'étrangers, Ok. etc. Par contre, le couple libre est maintenu. Ok. Mais bon, il vient la Et voir, Simone, elle etc. fait sa life, elle voit d'autres hommes et tout. Justement, elle raconte pas trop là si elle voit d'autres hommes. Je pense qu'au début, elle est très focus sur Sartre. Elle est très, très focus sur Sartre. Mais par contre, elle s'intéresse à des femmes, mais pas n'importe quelle femme, des femmes très jeunes. Ses élèves. C'est là qu'elle Et là, on rencontre. tombe dans les bails très sombres. Exactement. On était à ça d'avoir une icône. On était à ça. Et c'est Ouais. fou parce que tu vois, j'ai lu ses mémoires quand j'avais, encore une fois, 19-20 ans. J'avais pas du tout le même regard dessus parce qu'à l'époque, je m'identifiais à la personne jeune dans l'histoire. Maintenant que j'ai 36 ans, je me dis, mais non, et que je relis ça, je trouve ça tellement horrible. Ouais, Enfin, ça, c'est sordide. et c'est Ouais, sordide. bien sûr. Elle rencontre, donc à Rouen, dans sa classe, une élève brillante qui s'appelle Olga Kozakiewicz. Pour te dire mon degré de... À l'époque, comme j'étais vraiment pas bien dans ma tête, c'était mon pseudo sur Mais non, mais il n'y a Facebook. pas bien. Enfin, Ouais. en fait, encore une fois, je comprends dans la pensée d'un autre temps pourquoi on trouve ça ultra stylé, tu vois. C'est vrai. Ah bah complètement. Moi je me disais mais c'est le rêve absolu de vivre une histoire avec ta prof qui est brillante, Ouais, etc. bien sûr. Mais c'est Et qui tellement t'a génial. reconnu et qui Qui t'a machin. reconnu. Mais ça, c'est toujours les trucs de pouvoir et tout. Bien Et au lieu de sûr. se dire, oh mon Dieu, j'étais fucked up, moi je pense que ce qu'on peut se dire, c'est trop bien. Maintenant, on comprend pourquoi c'est un problème et on a Exactement. changé d'avis sur ça. Heureusement. Tu vois. Et Effectivement. on reconnaît ces mécanismes comme étant problématiques. Complètement, Mm. complètement. Donc, Olga a été élevée par des parents russes anticonformistes. Ils veulent que Olga s'accomplisse intellectuellement, ce qui est pareil pour L'inverse de- l'époque super. Ouais. De Beauvoir. ok. Exactement, Mm. exactement. Tu as Elle dû rentre trouver ça très sexy. effectivement. Donc des parents quand même franchement hyper modernes, mais quand même, elle rentre en conflit avec eux quand ils lui demandent de faire médecine. Parce Ouais. qu'elle, ça l'intéresse pas du tout. Elle veut étudier la philosophie. Et juste, elle a quel âge, la Olga, du coup Elle est mineure, elle est lycéenne. Elle a 16 ans, 17 ans. Aïe, 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 aïe. Voilà, grand max. Hein. Elle est à ce moment-là en colère contre ses parents, donc qui veulent qu'elle fasse médecine. Elle est en colère contre tout le monde, contre elle-même, dit Simone de Beauvoir dans ses mémoires. Elle écrit « Personne ne pouvait la sauver de ce marasme. Personne, sauf moi. Aïe, aïe, aïe. J'étais admirablement bien Coucou. placée pour lui venir en aide. De 9 ans, Oh, la phrase est folle. J'étais admirablement bien placée pour venir en aide à cette petite Exact. mineure perdue. tu vas voir, dans c'est ma de- classe. C'est de pire en pire, cette Aïe, situation. aïe, aïe. De 9 ans, son aîné, doté de mon autorité de professeur, des prestiges de la culture et de l'expérience, je tranchais... Full conscience de mon ascendant. Absolument. Je tranchais sur le personnel du lycée et sur la bourgeoisie rouennaise. Et en fait, beaucoup de choses pendant ces 2 ans lui vinrent de moi. Des livres, de la musique, des idées. Elle est assez prude dans ses mémoires, elle raconte Ouais. pas exactement ce qui se passe en Voilà vrai. les sous-entendus. Ouais. Voilà. Des livres, de la musique, des idées. Exactement. Dans Oui. ses lettres à Sartre, c'est beaucoup plus cru. hein. Ok. Donc, Donc, elle ramène Olga chez elle et elle l'instruit, c'est ça? Complètement. Ok, Complètement. super. Avec Waouh. Olga, Simone découvre le plaisir d'avoir une disciple, quelqu'un qui l'admire sans limite. Ah ben oui, du coup, tu peux reproduire le pattern que Sartre il t'a imposé et Exactement. avoir l'ascendant sur quelqu'un. Et c'est ça, en fait. Mm. Je pense que Simone de Beauvoir était dans un complexe d'infériorité par rapport à Mhm. Sartre toute sa vie. Et qu'au contraire, elle pouvait avoir avec... Alors, et même par rapport à plein d'hommes. Alors qu'avec des femmes plus jeunes, elle avait un ascendant Bah, de quelque fait. chose qu'elle aimait beaucoup. Quoi. De fait, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle dit « Olga m'atteignit au seul point vulnérable de mon cœur par le besoin qu'elle avait de moi. Yes. Oui, bon, bah, tout est dit. » Tout est dit. Simone Tout- de Beauvoir, homme problématique. Exactement. Tout est dedans. Mais non, mais ça, c'est les situations de pouvoir et les femmes sont pas à l'abri de ça, évidemment. Alors, Bien les sûr. hommes sont encore pires parce que de leur situation patriarcale, ils sont encore plus en situation de pouvoir. La preuve, Bien là, sûr. il y a Sartre au-dessus. Mais ça veut pas dire que les meufs font En pas son ça. exemple, parce qu'en fait, les femmes aussi sont conditionnées par le patriarcat, jusque même dans leurs relations Mhm. parfois entre elles. Oui, de ouf. Et ça peut être le cas, effectivement. On peut avoir des relations homosexuelles qui sont hétéronormées. Renormées dans leur- bien Exactement. Totalement. Évidemment. Elle présente Olga à Sartre, qui tombe aussi amoureux d'elle. Très vite. Yes, C'est ah oui, super. bah, Ah non, comme mais ça tant en qu'à plus on faire. se partage c'est super. Et Ok, effectivement. Ah non, mais ils partagent tout. Hein. Ils partagent tout. nickel. C'est horrible. C'est super. Alors, selon Bon, ça, Simone... je savais que t'allais aller là-dessus. J'avais déjà vu passer T'avais des prévu. bribes de ces trucs-là. Ouais. Mais yes, ouais. Ah, t'es pas prête pour la suite. Alors, selon Simone, la relation entre Sartre et Olga est platonique. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son livre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, j'ai un doute. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, il a quand même lui-même un énorme ascendant sur Olga et il lui demande une exclusivité. Il lui dit à Olga,
personne ne devrait compter autant que moi pour toi. Attends, Sartre dit à Olga, personne ne devrait compter autant que moi. Attends, Mhm. d'abord... Ah putain, en plus, ils font une rivalité entre eux dans leur... Complètement. Attends, ils font plan à 3 du coup? Alors, Ou ils font... non, chacun de son côté. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir fréquente Olga. Sartre, en théorie, c'est purement platonique, mais il fréquente aussi Olga. Mais en tout cas, tu vas voir... Ils se racontent pas leur truc. Sartre et Simone de Beauvoir se racontent tout. Jusqu'à la fin de leur jour, ils se racontent tout. Tu n'as pas Dans idée les à quel lettres. point les lettres sont extrêmement crues. Donc Tout ils te disent est ce écrit. qu'ils ont fait à Olga et machin. Tout. Ok. Tout Waouh. est dedans. C'est fou. C'est assez Putain, en malaisant. fait, ils s'excitent de ouf de ça, quoi. Ah, mais justement, Mhm. complètement. Ouais, Et ouais, puis surtout, là, complètement. ils doivent rivaliser de qui est à l'ascendant de quoi. Mais bien sûr. Waouh, bien sûr. ils sont malsains, C'est putain, malsain. mais c'est horrible. Énorme, très 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 La malsain. comédie romantique s'effondre et c'est parti pour le thriller. Mais vraiment, c'est exactement ça. Mais dis-toi, vraiment, moi à l'époque, pour moi, ça c'était la comédie romantique. Hein. C'est Oui, fou, mais je vraiment. sais Mais bon, pourquoi. j'étais jeune. T'inquiète. Voilà. Oui, oui. j'étais Non, jeune. t'étais jeune et dans un autre contexte. Dans encore un une autre fois. contexte. J'ai appris Oui, beaucoup oui. de choses depuis. Mhm. Et notamment que ça s'appelle de la pédophilie, Mhm. par exemple, et de la Pédocriminalité, ouais, pédocriminalité, bien sûr. encore Mhm. plus. Ouais, voilà. Bon, Simone et Sartre décident qu'ils formeront un trio. Ils décident. Ils décident aussi pour Olga. Ils décident Oui. que ce sera en fait une relation à 3 et que donc. Alors, c'est pas qu'ils couchent tous les 3 ensemble, hein, pas du tout, mais c'est que ils organisent un système de tête-à-tête où Olga voit l'un ou l'autre, ou les deux, Sartre et Beauvoir, se voient entre eux, et un système de réunion plénière où ils se retrouvent tous ensemble, dans des cafés, dans des trucs, à passer des journées ensemble. Ils organisent tout ça et C'est Olga très doit s'insérer dedans. C'est Ah ouais, très bizarre. c'est très très bizarre. C'est bizarre de ouf, Très sordide. Puis alors elle doit être tellement matrixée, genre oui, d'accord. Waouh. Complètement. T'imagines, en plus, c'est quelqu'un qui est en rébellion contre ses parents. Oui. Bah, Et ça, forcément, c'est- donc là, c'est subversif. Et nani. Bien sûr. Et je suis avec c'est les sûr. cools parce que c'est les grands et ils sont trop intelligents et en plus ils sont sexy. Exactement. Yeah. Et tu vas voir que tous les mineurs que vont fréquenter, enfin toutes les mineurs que vont fréquenter Simone de Beauvoir et Sartre au cours de leur vie sont des personnes qui sont en conflit avec les parents, Bien qui ont sûr. perdu les parents. Ou, Bien Bien sûr. sûr, ils sont très Il y a vulnérables. vraiment des mécanismes de prédation qui se mettent en place. Quoi. Bien sûr. Mm. Bon, Simone de Beauvoir, quand même, elle est honnête dans ses mémoires. Elle dit qu'elle se sent jamais à l'aise dans cette configuration. Non pas parce que Olga est très jeune, hein, c'est Ah pas oui, ça non, le problème. je me Non, doutais pas que du ça allait tout. pas être ça. C'est parce que l'autre il avait plus d'ascendant qu'elle et elle avait le seum. Bah, c'est parce qu'en fait, elle trouve que Olga fait trop la coquette pour plaire à Sartre. Là, c'est le côté pique-me. Ouais, bon, elle fait sa petite meuf et tout, c'est trop chiant. Elle a mis du rouge à lèvres. Oh. Ah purée. La Et elle vache. trouve que- Olga, on a des écrits d'elle ou comme ça ou... Elle s'est un peu exprimée, mais elle n'a pas écrit. Ok. Comme d'autres ont écrit. Donc on va y Ok. venir après. Ouais. Mm. Sartre, elle trouve que Sartre ne s'occupe que d'Olga quand ils sont tous les 3. En plus de ça, quand ils s'appellent ou ils s'écrivent des lettres, Sartre passe des heures à demander, ou quand ils sont ensemble, Sartre passe des heures à demander à Simone de Beauvoir, mais à ton avis, quand Olga m'a dit ça, qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement? Il essaie d'interpréter le moindre regard, le moindre commentaire d'Olga. Il est en boucle En fait, ils dessus. sont dans des kinks cérébraux quand même. Hein. Complètement. C'est vraiment genre, on a des gros cerveaux. Exactement. Je suis le numéro 1 à l'agrégation de philo. Toi, tu n'es que numéro 2. Est-ce que tu crois qu'elle a voulu dire qu'elle voulait Ah me ouais. sucer quand elle a fait ça? Parce que tu vois, Ok. mais Olga non plus, bien sûr, évidemment, n'y trouve pas son compte dans cette histoire Bah oui, tu de m'étonnes. trio. Tu Olga, m'étonnes. J'ai arrêté de penser par moi-même, donc La pauvre. je me sens pas très bien. Elle dit, Simone de Beauvoir, elle écrit « Elle savait que mes rapports avec elle et avec Sartre n'étaient pas symétriques. Nous placions sa jeunesse plus haut que notre expérience. Son rôle était tout de même celui d'une enfant, aux prises avec un couple d'adultes, qu'unissait une complicité sans faille. Nous pouvions bien la consulter avec dévotion. Nous gardions en main la direction du trio. » Terrible, hein. C'est fou, hein. Super. C'est fou, hein. C'est sordide. C'est absolument sordide. Donc cette relation est ultra toxique, surtout parce que Olga est mineure. Aussi parce que tout le monde est jaloux de tout Ouais. le monde. C'est Puis absolument honnêtement, terrible. même si elle avait 18 ans et eux 30, l'ascendant Oui. psychologique, C'est le évidemment fait que... qu'elle était elle est élève de Simone de Beauvoir, Oui. effectivement, et qu'elle elle est trop contente d'être prise en main par deux Mhm. intellectuels, quoi. Oui. C'est Il y a beaucoup de disputes. Un jour, Olga est tellement désespérée qu'elle se brûle volontairement la main avec une cigarette. Ah ben ça va super, Voilà. ça va très bien. Degré de Mhm. toxicité vraiment fois 1 milliard. En 1943 d'ailleurs, donc pas mal d'années plus tard, dans son roman L'invité, que j'ai lu avec adoration à l'époque, Simone de Beauvoir tue le personnage d'Olga. Elle raconte le trio de façon fictionnelle. Tout va bien. C'est super. De... Et Red flag en red flag. red flag en red flag. Et le livre est dédié à Olga Bien sûr, elle-même, bien évidemment. sûr. Qui a dû être transportée en lisant ça. Et aller se brûler la main. Oui, bien sûr.
Finalement, Olga et Sartre coupent les ponts après une énième dispute. Ah. Mais par contre, Simone de Beauvoir et Olga Kozakiewicz restent amies. Ah. Amies. Juste amies. Amies, non. Alors, à ce moment-là, elles se fréquentent plus sexuellement, mais en tout cas, elles restent proches. Ok. Elles restent proches toute leur vie. Elles n'arrivent pas à se défaire de ses bourreaux, quoi. Ah non, mais complètement. Ah oui, et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui peut classique. complètement continuer toute la vie, même après. Voilà, tout à fait. Mais Sartre n'est pas en reste car il se rapproche de la petite sœur d'Olga. Oh non, Vanda. la sœur. Oh putain. Petite sœur. Et ils sont même un jour à 2 doigts de se marier. Mais attends, il est pas déjà On va marié. passer vite Ah non, ils dessus. sont pas mariés du coup. Ah non, ils se Je suis sont con. jamais mariés. Oui. Ils ne se sont Exact. jamais mariés. Ni entre eux, ni ils se sont mariés à personne. Mais c'est pas donc le seul trio que Simone de Beauvoir et Sartre vont connaître, car quelques années plus tard. Tu sais juste combien d'années ça a duré, ça? Quelques années, je pense peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. Un truc comme ça. Quelques années plus tard, en 1937, Simone de Beauvoir enseigne au lycée Molière à Paris, dans le 16e arrondissement. Et encore une fois, Elle repère une victime. petite élève, une jeune femme brillante, encore une fois, bien sûr, Bianca Bienenfeld. Elle vient d'une famille juive polonaise qui est venue en France pour échapper à l'antisémitisme, les pauvres. Ouais. On est né en 1937 à l'époque. Ouais, wait for it. Wait for it. Simone de Beauvoir ne rentre pas dans les détails de sa relation avec Bianca dans ses mémoires, moins qu'avec Olga en fait encore. Genre elle en parle très très peu, à tel point que j'ai pas trop compris moi en lisant les mémoires qu'il y avait vraiment une liaison, mais je l'ai plus compris en lisant les lettres. Et on sait aussi maintenant beaucoup de choses de Bianca elle-même, qui a publié dans les années 90 le livre Mémoire d'une jeune fille dérangée. Aïe, aïe, aïe. En fait, à ce moment-là, elle a lu la correspondance entre Simone de Beauvoir et Sartre et elle a été très 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 blessée. Bébou, tu Alors, m'étonnes. je vais te raconter rapidement cette histoire. À 16 ans, elle est donc lycéenne au lycée Molière, Bianca. Elle est très impressionnée par sa prof, Simone de Beauvoir, qui est brillante, affirmée, indépendante. Et elle dit dans ses mémoires, à 16 ans, on est facilement ébloui. Effectivement. Bien sûr. Elle lui écrit son admiration et à partir de là, les deux se rapprochent. Après le bac, elles partent en voyage. Simone lui parle de Sartre. Elle le décrit comme étant le plus laid, le plus sale, mais aussi le plus gentil et suprêmement intelligent. J'adore quand même Simone de Beauvoir, elle est... C'est une bonne description, si je peux me permettre de ça. En effet, elle se raconte pas trop d'histoires sur Sartre quand même. J'avoue. Il est moche, il pue la pipe et il est super intelligent. Bon. Bianca part à la Sorbonne étudier la philo et elle bénéficie bien sûr du mentorat de Simone, tout en ayant bien sûr une liaison avec elle. Ok. Un jour, Simone lui Donc conseille... là, elle est toujours... Ah non, elle est ça est juste Ouais, fraîchement dis-moi. mineure. Fraîchement Alors majeure. là, à ce moment-là... Si elle part à la fac... Bon, Je crois qu'elle est encore bon, en de vrai toute façon, techniquement mineure, mais c'est t'as la raison. cata, de toute façon. Mais Ça en chauffe pas. vrai, je crois qu'elle est encore techniquement mineure. Ok. Un jour, Simone lui conseille d'aller consulter Sartre sur une question de philo. Tu peux deviner la suite. Ouais. Il tombe fou amoureux d'elle. Ah tiens. Oh, c'est fou. Mm. Vraiment, c'est dingue. Et comme elle lui avait parlé, elle lui avait raconté. Bien sûr, Mm. évidemment. Il lui fait la cour pendant des mois et au début, quand même, elle est absolument contre le fait de coucher avec lui. Bianca, elle dit hors de question, il me plaît pas du tout. Elle est juste intéressée par Simone de Beauvoir. Mais il lui écrit des lettres enflammées, il lâche pas l'affaire. Vraiment, il est à donf. Le harcèlement. Harcèlement absolu. Ce mec est fou. Ce mec est complètement taré. Parce que là, on parle beaucoup de Simone de Beauvoir parce que c'est elle qui a beaucoup écrit sur ça. Donc c'est beaucoup par son prisme aussi que j'analyse tout ça. Mais Sartre est absolument une ordure complète. Finalement, Bianca finit par accepter de coucher avec Sartre à force d'insistance. Cédé. Et tu sais ce qu'il lui dit ce jour-là? Il l'emmène vers l'hôtel dans lequel il vit. Et il lui dit la femme de chambre va être bien étonnée car hier j'ai déjà pris la virginité d'une jeune fille. Immonde. Immonde. Bianca est tellement choquée, elle raconte dans ses mémoires, qu'elle ne sait pas quoi répondre. Bah oui. Surprise. Elle va être bien surprise, la femme de chambre. Bien sûr. Alors, monsieur Sartre, encore une virginité aujourd'hui? Oui, je pense qu'elle était en vrai pas très surprise. Parce que malheureusement, je pense qu'elle a compris quoi, le personnage. Ah, c'est d'une violence. Absolument immonde. Quel gros porc. Mais du coup, elle a jamais couché avec un homme? Je ne sais pas si elle a déjà couché avec un homme, mais en tout cas, elle dit qu'il est archi nul au lit. Archi nul. Et honnêtement, ni l'un ni l'autre n'y prennent du plaisir. Elle dit en fait, lui, il a le plaisir de la conquête, mais en fait, il était archi nul au lit, quoi. Super. Même lui, ça le faisait même pas tant kiffer. Une fois qu'il avait... oui, mais c'est toujours... En fait, le king, c'est l'ascendant psychologique. C'est pas tout. C'est pas le... c'est le pouvoir, c'est la situation de pouvoir et d'emprise. Simone de Beauvoir, petit à petit, devient jalouse de Bianca et elle la critique en cachette de Bianca. À Sartre. En fait, elle écrit à Sartre que Bianca est pathétique, elle la traite un peu de tous les noms, elle se moque beaucoup d'elle. Évidemment, ça, Bianca ne le découvre qu'au moment de la publication des lettres.
Donc des années après, c'est ça? Des années plus tard. Ah non, mais en fait, Simone de Beauvoir est morte en 86 et les lettres ont été publiées en 90. Ah oui, en plus, elle Voilà. est plus là, elle peut pas... Elle est plus là. En plus, elle est plus là. elle C'est peut ça pas aussi. régler ses comptes. Effectivement, Bianca ne peut même plus frustrant. régler ses comptes avec elle. Exactement. En plus de ça, elle entame, Simone de Beauvoir, une relation avec un homme, Jean-Laurent Bost, en cachette de Bianca. Elle ne le dit pas à Bianca. Ouais. Et elle dit à Sartre, n'en parle pas à Bianca. Enfin, Ouais. tout ça, elle le découvre après coup. Ouais. À ce moment-là, Bianca, elle se doute de rien. Elle se croit aimer des deux intellectuels. Elle se dit, mais c'est vraiment génial, ma fille est super. Je parle d'elle comme une grosse merde. Exactement. Super. Elle ne comprend pas les sautes d'humeur de Simone, mais quand elle écrit à Sartre, Sartre la rassure et lui dit « Mais mon amour, il est une chose que je sais bien en tout cas, c'est que le castor vit dans un monde où tu es partout présente à la fois. » Ça, c'est vraiment l'apanage des prédateurs de te faire croire que tu viens un truc spécial et machin, et de parler de toi comme une grosse merde de l'autre côté. Bien sûr. C'est quand même fou ce visage, ce masque qu'ils mettent en fait. Et ils pourraient aussi juste rompre avec elle ou juste couper court comme ça, mais en fait ça se passe pas tout de suite. En tout cas parce que ça dure quand même longtemps, ça dure pas mal de temps comme ça, où Sartre reçoit les lettres de Simone de Beauvoir qui se moque d'elle, etc., tout en rassurant Bianca. Et à tel point, on arrive à tel point que Simone de Beauvoir a tellement descendu Bianca dans ses lettres que Sartre se dit non mais en fait il faut que je quitte Bianca, et il la quitte par lettre sans aucune autre forme de largué procès. par texto, quoi. Exactement, Fait largué chier. par texto. Largué par texto. Ouais, en plus, elle peut pas lui mettre un remis. Elle peut même pas le laisser en Ouais. vue, quoi. Ok. C'est absolument horrible parce que franchement, elle s'y attendait pas du tout, Bianca. Et encore une fois, il y a vraiment une relation d'ascendant. Enfin, c'est pas seulement que c'est pas une rupture amoureuse normale, en fait. Voilà. Ouais, C'est choc. pas ça. Quand elle apprend ça à Simone de Beauvoir qu'il a rompu avec Bianca, elle écrit à Sartre « Je ne vous reproche que d'avoir exécuté... » Alors, elle l'appelle par un pseudo à l'époque, mais bon. D'avoir exécuté, on va dire, Bianca, un peu trop à la grosse. Ça veut dire un peu grossièrement. Ok. Mais c'est sans importance. Passons. Voilà. Ouais. Oui, donc elle, quand elle lit tout ça des années après, mon Ouais. Dieu. Exactement. Le choc. Simone de Beauvoir, grande défenseuse des femmes, bien Oui. sûr. Ouais, une grave soror. Bianca est vraiment dévastée. Et peu après, elle épouse un élève de Sartre. Et on rappelle, elle est juive. Dans un moment la où guerre ça se qui passe arrive. très très mal pour les juifs, exactement. La guerre arrive. Elle passe en zone libre pour échapper aux Allemands. Mais là-bas, en zone libre, elle doit échapper à la Gestapo. C'est absolument affreux. Il faut dire que ni Simone ni Sartre ne s'inquiètent d'elle et de ce qu'elle devient pendant cette période. La preuve qu'ils en ont rien à taper, que c'est Exactement. juste un produit de consommation. Exactement. Parce que tous les deux se disaient extrêmement contre l'antisémitisme à l'époque, sans pour autant rejoindre la résistance. Ils n'ont pas vraiment été résistants. Mais en tout cas, ils sont vraiment, soi-disant, enfin, et je pense qu'ils l'étaient vraiment sincèrement contre l'antisémitisme. Mais par contre, quand il s'agit de s'occuper d'une personne D'agir. avec qui ils sont liés, voilà, c'est même pas la peine. Personne. Bianca, elle rejoint la résistance, mais ensuite elle tombe dans une grave dépression. Elle revoit Simone après la Libération en 1945. Et là, Simone de Beauvoir écrit à Sartre cette rencontre. Elle n'a pas vu Bianca depuis un moment, depuis toute cette Et période. puis la guerre, quoi, entre. La donc, guerre, voilà, exactement. c'est plus que se retrouver après le Covid, quoi. Oui, se retrouver à la Libération, c'est Voilà. autre chose que le Covid. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose que le déconfinement, quand même. Et elle écrit à Sartre, Simone de Beauvoir, en parlant de Bianca. Elle m'a remuée et pétrie de remords parce qu'elle est dans une terrible et profonde crise de neurasthénie. Et c'est notre faute, je crois. Ah oui, oui. C'est le contre-coup très détourné mais profond de notre histoire avec elle. Quand même, elle avait Lucide. une Possible. lucidité. Et la guerre au passage. Mais, Et la oui, guerre oui, au ouais. passage. Et la guerre Non, au mais passage. probablement que oui. Et puis tu sais quoi, même doit y avoir un truc de. Même elle doit se pougner sur ça, tu vois, en mode. Mais non, mais tu vois, genre, on a encore un impact sur cette meuf longtemps après. Bien sûr. C'est encore un truc égotique de dire ça. Je pense que c'est ça. Simone de Beauvoir, elle adore avoir cette relation d'ascendant et que ça se prolonge et que ce soit intellectuel, amoureux ou tout mélangé, Oui, enfin, elle y en tout prend cas du sexuel, plaisir, voilà. c'est sûr. Exactement. Carrément. Elle y prend énormément de plaisir. Elle dit à Sartre, elle est la seule personne à qui nous ayons vraiment fait du mal. Mais nous lui en avons fait. Elle pleure sans cesse. Elle est terriblement malheureuse. Ouais, non, oui, elle doit kiffer, c'est sûr. Elle surkiffe, Là, c'est ça sûr. devient même un peu psychopathe, tu vois. Oui. T'as Ouais, ouais. alimenté de ça. Ouais. Je pense que Simone de Beauvoir a une froideur qui est un peu inquiétante. Ah bah là, oui. Et Sartre aussi, Oui. parce qu'encore une fois, on critique beaucoup Simone de Beauvoir parce que c'est ses écrits dont on parle. Mais Sartre Oui, est une oui. absolue ordure. Simone de Beauvoir, elle a tellement pitié de Bianca qu'elle dit on peut redevenir amis, mais amis de façon platonique. Et effectivement, pendant 40 ans, elle se voit tous les mois jusqu'à la mort de Simone en 1986. Alors attends, parce que Bianca, elle s'est tapée cette relation. Ouais. Elle se fait larguer par message. Ouais. Il y a la guerre. Ouais. Ensuite, elle voit ses bourreaux tous les mois. Oui. Elle crève, elle lit les lettres. Ouais.
Et là, elle découvre à quel Pendant point... 40 ans. Exactement. Oh Et là là, là. elle découvre la Oh vérité. là là, le choc, ma pauvre. Horrible. C'est C'est affreux. Et en plus, t'imagines, les lettres, c'est pas seulement qu'elle les lit, c'est que tout le monde les lit. Parce que Oui. c'est Bah public. oui, bien sûr. C'est horrible d'être Qui les traité a comme publiés, ça. ces lettres? La famille? Alors, on va en parler rapidement après parce que c'est aussi une histoire de Mhm. fou, mais la personne qui a la succession de Simone de Beauvoir, on va en parler Ok. après, qui a hérité de Simone de Beauvoir, Ok. qui a décidé de publier les lettres. C'est là que Bianca découvre ce qui se racontait en privé et elle dit dans ses mémoires d'une jeune fille dérangée: leur contenu m'a révélé un tout autre visage de celle que j'avais aimée toute ma vie et qui m'avait constamment abusée. J'y lis le dépit, la jalousie, la mesquinerie, l'hypocrisie, la vulgarité. Que Sartre m'ait sacrifié à sa quête perpétuelle et vaine de séduction, soit. Mais que Simone de Beauvoir serve de pourvoyeuse à son compagnon est plus étonnant. Que dire d'un écrivain engagé comme elle dans la lutte pour la dignité de la femme et qui trompa et manipula sa vie durant une autre femme. Bien dit. Très bien dit. Très bien dit. Ouais, ça c'est ouf, ouais. Et elle Carrément. dit quelque chose encore plus cru. Elle dit: Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, la rabattre sur Sartre. Ouais, carrément. Voilà. C'est bien analysé, c'est ça. Le choc, mon Dieu. Ça, Choc. c'est un truc que j'ai vécu dans cette relation C'est horrible. vrai. Notamment, c'est pour ça que je disais, c'est un peu l'apanage des prédateurs, mais de voir des conversations après de potes qui m'ont montré comment ils parlaient de moi ou d'autres meufs, Oh, ouais. alors que moi, en face, j'avais un tout autre visage. C'est ouf. Exemple, je te donne un exemple. C'est quelqu'un, moi, je m'occupais de ma mère qui était malade à ce moment-là, qui avait un cancer. J'allais faire les chimios avec elle et tout. Et pour décompresser, je l'appelais en sortant. Il me soutenait, blabla. Cut à une autre meuf qui m'a montré les messages après. Il a dit oui, bah maintenant, il va falloir qu'elle s'y fasse, sa mère va crever. Tu vois, ce genre de. Et comment t'arrives à... Enfin, est-ce qu'à ce moment-là, quand t'as su ce qu'il avait dit, est-ce que le masque commençait déjà à tomber ou est-ce que t'avais Non, encore des illusions sur lui? Ah non, oui, non, j'ai su tout ça quand j'ai appris tout ce qui s'était passé, que je me suis D'accord. mis à en parler aux autres et que D'accord. tout le monde s'est mis à aller fouiller dans ces conversations et à me montrer des trucs horribles. Et comment tu fais pour réconcilier justement ces deux personnes en fait? Est-ce que c'est Ah, mais ça doit ça être se terrible? réconcilie pas. Mm, mm. Ça m'a fait un. J'ai regardé le plafond pendant 3 semaines. Ça m'a fait le plus gros choc métaphysique humain que j'ai pu avoir. Je pense, genre, C'est c'est horrible. possible en fait, ça. C'est horrible. possible. Donc, ouais, je vois très bien. Ce sentiment de quoi. Puis là, à Bichette, moi, ça dure sur 4 ans. Donc, Oui. c'est déjà Mais bien bon, trop long. Mais voilà. c'est déjà Mais très long. 40 ans de ta life à continuer à voir ces gens et après, tu lis tout ça. Horrible. C'est horrible. C'est vraiment affreux. Mm. Affreux. Elle conclut ses mémoires avec ces mots: Sartre et Simone de Beauvoir ne m'ont fait finalement que du mal. Oui, bah ouais, Voilà. je comprends. En 1943, donc on revient en arrière. En 1943, Simone de Beauvoir est exclue de l'université pour détournement de mineurs Ah, quand même. suite à une autre histoire Ouais. avec une élève russe qui s'appelle Nathalie Sorokine. Alors, dans son livre, Attends, Simone, Bianca, elle était. Ah non, juive. elle était, Il y a oui, un kink un peu il y a énormément de exotisant, non Polonais, de Russes. Ouais, voilà. C'est des Polonais Ok. russes. Bianca était russe, Olga était polonaise. Mmh. Ah ouais, c'est vraiment une Ok. passion. Et donc dans son livre, en fait, Simone de Beauvoir ne se remet pas du tout en question sur ce truc-là. Elle dit non, mais c'était une vengeance de la mère de Nathalie Sorokine. Parce que Nathalie était sortie après sa liaison, ou peut-être pendant sa liaison avec Simone de Beauvoir, elle était sortie avec un juif, et en fait, elle dit, Simone de Beauvoir, que c'est par antisémitisme que la mère, elle a demandé à Simone de Beauvoir de convaincre Nathalie de se séparer de cette personne juive. Mmh. Et Simone de Beauvoir aurait refusé. Et pour se venger, la mère aurait dénoncé Simone de Beauvoir pour détournement de mineurs à l'université, ce qui aurait conduit à l'exclusion de Simone de Beauvoir. Oui, rien à voir avec le fait qu'elle couche avec des mineurs. Exactement. C'est parce qu'en pas fait, ça quand le problème. Quand tu lis ça dans les mémoires de Simone de Beauvoir, tu te dis mais à aucun moment ils ont couché ensemble. Et en fait, c'est encore une fois dans les lettres qu'on découvre qu'en fait complètement ils ont couché ensemble. Enfin qu'elles ont couché ensemble. Que Simone de Beauvoir a abusé de Nathalie Sorokine. Mmh. Elle se remet pas du tout en question. Donc elle l'exclut. Elle est réintégrée après quelques années plus tard, mais elle n'enseignera plus jamais. Elle est réintégrée à l'université, D'accord. mais Ça dans fait les pas de recherches. prison, mais ça. Ouais. C'est pas l'équivalent de la prison, mais par contre, est-ce Mais qu'elle s'est quand remise même, en t'es question? viré. Absolument jamais, quoi. C'est ouf. Absolument jamais. Mmh. Simone de Beauvoir et Sartre restent compagnons de vie tout en ayant d'autres histoires, aussi avec des personnes majeures, figure-toi. Ça, Ah bah ça alors, existe. voilà, on peut faire des efforts un peu. Merde. Mais toujours très jeune d'ailleurs, c'est Ouais. fou. Hein, Bah, Simone de mais Beauvoir. parce que le kink, c'est Mais l'ascendant. le kink, Donc je pense que c'est pas tellement le truc de la jeunesse, mais c'est Mhm. juste que t'as encore plus de situations de mais bien pouvoir, sûr, tu vois. mais bien sûr. Donc même si c'est tout juste majeur, c'est l'ascendant Complètement. qui fait kiffer. En 1956, Sartre a une brève liaison avec une franco-algérienne, Arlette El-Kaïm, qui a 19 ans à l'époque, et qui a perdu sa mère, donc qui est bien sûr Fragile. fragile. Et figure-toi que moins de 10 ans plus tard,
Donc, ils ont une brève liaison. Ensuite, ils restent amis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait moins de 10 ans plus tard ? Il l'adopte. Oh, ok, Woody Allen. Et Simone de Beauvoir n'est pas en reste, car en 1960, elle entretient une relation ambiguë avec une certaine Sylvie Lebon, qui a 17 ans au moment de leur rencontre. Et elle décide, après la mort de Sartre, aussi de l'adopter. Et donc, ce sont les deux qui gèrent aujourd'hui la succession de Sartre et Simone de Beauvoir. Sylvie Lebon gère la succession, elle a hérité de tout. Et Sartre, c'est cette Arlette Elkaïm qui a hérité de tout. Car aucun des deux n'a fait de testament et ça va directement à leurs enfants adoptifs. Exactement. Waouh. En 1977, Simone de Beauvoir signe avec d'autres intellectuels une tribune dans Le Monde. Qui a écrit cette tribune ? Gabriel Matzneff. Oh putain. Banco. C'est suite à une affaire. Bingo C'est le bingo absolu. Oh, et ça, franchement, là, pour le coup, ça, j'étais pas au courant. Non, je l'avais pas non plus. Cette tribune demande la relaxe de 3 hommes accusés d'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans. Je te donne quelques extraits. C'est vraiment la vibe élite intellectuelle, amour libre, nanana. Exactement, c'est vraiment... libre, on ne peut pas dicter le comportement des gens, on ne peut pas s'opposer à l'amour. C'est terrible parce que c'est ce qui fait dire à des espèces de pseudo-féministes catholiques intégristes que c'est très grave, tu vois, que c'est ça la déviance du couple libre, des trucs comme ça et tout. Mais il y a des endroits où ça s'est vraiment arrivé, quoi. Absolument terrible, absolument terrible. Je te lis quelques extraits choisis de cette tribune. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Autre citation. Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste, d'une part, entre la qualification de crime qui justifie une telle sévérité et la nature des faits reprochés. D'autre part, entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle. Entre parenthèses, si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pour quoi faire. Yes. Très très bien. Très très bien. Cool. Pas du tout MeToo, Simone de Beauvoir. On arrive à la fin de cette histoire. Et donc à cette fameuse interview dont je te parlais au début, où dans les années 70, Simone de Beauvoir et Sartre se confient sur leur relation, et où Simone de Beauvoir dit donc « C'est vraiment les tiers qui ont fait les frais de cette relation que nous avons établie entre nous. » Donc elle n'est pas non plus incritiquable, cette relation, puisqu'elle implique que quelquefois, on ne se conduise pas très correctement avec des gens. L'intervieweuse lui demande « Quelquefois, ça a été sur le dos des autres ?» Et Simone de Beauvoir dit « Voilà, exactement. » Et Sartre renchérit aussi en disant « Oui. » En fait, dans cette interview... Sordide. Mais en fait, ce qui est fou dans cette interview, c'est que Simone de Beauvoir et Sartre, ils parlent juste de leur couple libre et du fait que leur relation principale a pu avoir un effet néfaste sur les relations secondaires, mais pas du tout du fait qu'ils ont abusé de mineurs. Oui, c'est pas un sujet pour eux, visiblement. C'est pas du tout un sujet. Ce n'est absolument pas un sujet. En tout cas, l'importance de leur relation à deux est symbolisée dans leur mort, puisqu'ils sont enterrés ensemble au cimetière Montparnasse. Sartre meurt donc... On pourrait aller cracher sur leur tombe aussi. Ah bah tiens, pour faire une référence à Borésion. Sartre meurt en 1980 et Simone de Beauvoir le rejoint en 1986. C'est marrant, mais en faisant mes recherches, j'ai découvert cette année qu'il y avait un débat autour du nom d'une école à Marseille qui est baptisée Simone de Beauvoir, qui a été baptisée Simone de Beauvoir. Un élu LR, les Républicains bien sûr, car c'est eux qui s'insurgent contre... Du coup, voilà. Évidemment. Il s'est offusqué, il a dit « De terribles zones d'ombre entachent considérablement l'honorabilité de cette dame ». Et le maire de gauche, donc, s'est énervé, il dit « Ça s'appellera Simone de Beauvoir. Heureusement qu'elle a été là pour que des femmes soient libres, puissent s'émanciper. Ne venez pas me parler de droits des femmes. C'est honteux ce que vous faites au moment où des hommes frappent des femmes, où des élus sont mis en examen pour viol. Stop, moi je n'ai pas honte, mais vous devriez avoir honte. » Oui. Après, ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que déjà, peut-être le maire, il n'a pas eu le mémo de toute cette histoire. Bon, voilà, c'est pas pour... Ça, c'est sûr. C'est pas pour diminuer ce qu'elle a fait, elle, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le gars de droite, il fait ça pour s'éviter. Bon, bref. Et ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, si on regarde le nom des écoles de Marseille, je suis sûre qu'il y a un tas d'hommes aussi. Un tas d'hommes qu'il n'a pas voulu changer le nom. Exactement. Mais c'est pas pour autant que. Enfin, tu vois, moi, je suis en mode, ok, en enlevant ce nom-là, du coup, on peut en trouver d'autres des femmes très stylées, tu vois. Bien sûr, carrément. En effet. D'autres femmes, tout à fait. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Justement, on arrive à la conclusion parce que moi, je me demande comment réconcilier ces deux aspects de Simone de Beauvoir, parce que d'un côté, donc, il y a effectivement l'icône féministe, de l'autre la prédatrice. Sartre aussi, mais disons que Jean-Paul Sartre, j'en attendais peut-être moins, mais justement, est-ce qu'on est plus choqué quand c'est une femme qui a commis ces actes que quand c'est un homme ? Est-ce qu'on doit attendre plus d'une femme que d'un homme ? Et est-ce qu'on peut considérer que Simone de Beauvoir a aidé à la libération des femmes quand elle a abusé de certaines d'entre elles ?
Qu'est-ce En que fait, t'en on peut pas. penses C'est un fait, tu vois, vu que ces écrits, ils sont encore cités aujourd'hui et tout. Ça, c'est sûr et certain que ça contribue à la réflexion sur le sujet. Oui. Mais je crois pas qu'on doit être conciliant pour autant avec Non. ces trucs-là, tu vois. Ouais. C'est juste que on en revient toujours à cette dissonance. On n'arrive pas à associer. En fait, c'est des cerveaux tellement malades Oui. qui sont capables de pondre des trucs magnifiques et tout. Et que en même temps, quand on voit les monstres que c'est, on n'arrive pas. En fait, c'est pas intelligible pour le commun des mortels Exactement. qui ne sont pas des monstres comme ça, c'est vraiment des monstres, tu vois. Voilà, mais ça change pas que ces ouvrages, ils aient fait tout ça et tout. Ça change pas que Picasso, c'est un artiste de fou, enfin, tu vois, etc. Ouais. Mais moi, je dis, au contraire, prenons tous ces éléments pour comprendre d'où ça parle En fait, c'est ça. et voilà, quoi. Ouais. Tu changeras pas que Gauguin, c'est un monument de l'histoire de l'art et tout. Il peint les mineurs que, enfin, tu vois, Bien sûr. c'est tout ça en fait. C'est tout ça ensemble, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il faut arrêter de consommer l'art, etc., ou les travaux en général de personnes monstrueuses? Moi, je pense pas En fait, comme toi. consommer dans le sens où tu donnes. Alors, on donne plus de l'argent directement à ces personnes-là Ouais. déjà, donc pour le coup, qui sont mortes. Quand on parle d'artistes morts, voilà. Quand Oui. on parle d'artistes vivants, J.K. Rowling, par exemple, exactement. avec Harry Potter. Là, Voilà. moi, je trouve, voilà. Mhm. Bon, bref. Mais bon, c'est une grosse question, Harry Potter, parce que c'est tellement devenu un truc de la culture commune et tout. Mais bref. Mais là, pour le coup, ça revient à leurs héritiers et tout. Je dis pas, mais ça n'empêche pas d'en parler. En fait, en gros, avec l'ensemble de ce qu'ils sont et tout. C'est ça. En fait, l'idée, c'est pas de dire on doit pas retirer Picasso des musées. On doit l'afficher en expliquant qu'est-ce que l'œuvre où on voit une femme démembrée et en train de pleurer, ça parle de quoi ça parle vraiment, tu vois. Il faut mettre du contexte. C'est la même chose, en fait, exactement. Enfin, c'est juste. En fait, l'idée, c'est pas d'effacer l'histoire, c'est de la comprendre en Bien entier, sûr. quoi. Donc, je pense que c'est pareil pour Beauvoir et tout. Ça veut pas dire qu'il faut brûler les livres, ça veut dire qu'il faut dire, elle a publié ça, mais en fait, dans la vie, c'est ça. Tout à fait. Et c'est encore mieux pour comprendre. Pour en tirer des apprentissages, en fait. Pour comprendre pourquoi... Déjà, il y a un truc avec la figure des génies qu'on tend à désacraliser de plus en plus, j'espère, notamment avec le mouvement MeToo et ces sujets-là. Mais là, c'est pareil, c'est le génie Beauvoir, le génie Sartre, le génie Picasso. On leur passe 1 milliard de trucs et c'est parce qu'ils ont ces statuts de génie et de gens tout-puissants qui font des horreurs, tu vois, quand ils se trouvent être des psychopathes. Parce qu'il y a aussi, encore une fois, des artistes de ouf qui avaient le statut de gens stylés, qui ne sont pas comportés comme ça, il y en a aussi, quoi. C'est ça, parce que ça participe au mythe du génie, mais on ne peut pas comprendre. Exactement, et c'était le cas notamment pour Picasso, etc. Et en fait, c'est vraiment... Mais ça c'est fait ce partie statut qui leur donne accès Voilà. à ces situations de Exactement. prédateurs. Donc c'est très important au contraire qu'on en discute. Voilà. Mais moi je dis, c'est pas, voilà, encore une fois, l'idée c'est pas de dire, à part quand c'est le cas où ça continue à rapporter de l'argent, je comprends pas que tu continues à aller au concert de Noir Désir, voilà, ouais. ok. Ouais. Mais par contre, que dans un musée qui parle d'histoire, on n'efface pas ça, mais on en parle dans l'entièreté du truc et qu'on explique l'entièreté du truc, je pense qu'au contraire c'est très important, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, pour moi, c'est vraiment le problème des idoles. Le fait d'idolâtrer quelqu'un, de mettre quelqu'un sur un piédestal, ça veut dire qu'on enlève toute pensée critique. Exactement, et c'est donc, ça le problème. voilà. Et surtout que eux, on leur donne le passe-droit pour faire ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on milite pour arrêter de les inviter en plateau ou arrêter, je sais pas moi, faire fermer leur chaîne YouTube et compagnie, arrêter de les produire sur scène, les Harry Habitants et compagnie. Parce qu'en fait, tant qu'on continue de leur faire ça, ils vont continuer à chasser, en fait. Donc on les laisse avoir accès à leur aura et continuer à faire des victimes. On est complice de ça quand ils sont vivants. Quand c'est des artistes morts qu'on analyse, bon, c'est autre chose. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu vas quand même lire Le Deuxième Sexe, tu penses, si tu as l'occasion? Non, alors déjà que j'avais la flemme, là j'ai plus très envie. Mais oui. Non, après, voilà, il y a la théorie, c'est intéressant, et il y a tes tripes qui sont écurées. Moi, j'avoue, je suis d'accord. La flemme, mais je suis trop contente d'avoir découvert l'histoire parce que ça fait 1000 fois que je me dis il faut que je fasse l'effort et comme ça c'est fait. Bah voilà. Enfin, je fais aucun effort, tu m'as tout raconté. Non, mais c'est super. Mais ça me va. Bon, j'étais trop contente de t'avoir pour cet épisode. Vraiment, merci, c'est trop bien. Du coup, tu vas apprendre toujours un sujet comme ça de monument de la pop culture, mais historique, j'adore. C'est trop bien. Exactement, pour aller voir vraiment ce qu'il y a derrière. Exactement, c'est le but. Je suis trop contente d'avoir fait ce premier épisode avec toi et que tu sois officiellement la marraine de l'émission. Je suis trop flattée. Franchement, ça démarre fort. C'est un sujet, il est ouf, quoi. Il est dur, peut-être. Ouais, c'est dur, mais oui, bien sûr, c'est dur. Je pense que c'est important aussi. Mais c'est bien de le dire. Si vous avez aimé cet épisode, mettez des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode autour de vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Oui.